Salut à toi. Donc, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es forcément entrepreneur, dirigeant, soit que tu es en phase de croissance, ce qui est possible, soit tu as déjà une société qui se développe bien et tu es à une étape assez fondamentale pour ton entreprise puisque tu es en train de te poser des questions autour du recrutement. D'accord? Que ce soit au niveau des process, que ce soit au niveau de comment recruter, qui recruter, à quelle étape, comment le faire. Bref, face au recrutement, tu es un petit peu perdu. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment t'apporter moi tout ce que j'ai appris pendant 10 ans, ok, qui m'a permis de vraiment démarrer au début tout seul. Donc j'étais comme toi, tout seul dans la chambre de mes parents, à charbonner, puis progressivement derrière à commencer à consolider les premiers recrutements, à faire les premières erreurs de recrutement, bien évidemment. Parce que si aujourd'hui je te propose ce format, c'est parce que je les ai toutes faites, les erreurs. Donc mon but, c'est d'éviter de les refaire à ton tour. Et d'essayer de te montrer comment derrière tu peux accélérer avec une bonne organisation pour être capable, et ce qui a été mon cas, de recruter environ 50 personnes en moins de 3 ans. Ça peut paraître beaucoup parce que le standard du marché, c'est de la croissance lente et tu fais 2, 3, 4 recrutements par an maximum. Mais parfois, quand tu as besoin et quand tu as la volonté d'accélérer vite, tu peux te retrouver à recruter beaucoup plus vite que prévu. Et bien évidemment, 50 recrutements, ne crois pas que c'est beaucoup. Je connais des gens qui ont recruté 200 ou 500 personnes sur quelques années pendant les périodes fastes de l'écosystème startup français. Donc, je ne m'estime pas être quelqu'un d'extraordinaire. J'ai juste essayé de faire les bons recrutements au bon moment. Comme toi, tu pourrais le faire. Tu n'es pas différent de moi. L'idée de cette vidéo, encore une fois, c'est d'essayer de te donner un maximum de valeur. Donc, de toute façon, dans la description, je te mettrai tous les timestamps pour que tu puisses aller chercher directement et picorer dans la vidéo. Elle risque d'être un petit peu longue parce que le recrutement, c'est quand même un sujet extrêmement vaste qui mêle l'humain au sens strict, c'est-à-dire au niveau du recrutement et comment choisir les humains avec qui on va travailler, comment choisir ces humains, mais c'est aussi comment gérer les humains. Et donc, vu que l'un et l'autre sont un petit peu imbriqués, on risque de passer pas mal de temps sur cette vidéo pour vraiment décaisser tous les sujets, parce que j'aime aller dans la précision, dans la finesse et aller loin dans les niveaux de détail. Peut-être que parfois dans cette vidéo tu vas trouver des choses presque bullshit, où tu vas te dire non mais c'est pas forcément essentiel, et ça je t'invite vraiment à remettre en question cet état d'esprit, parce que encore une fois je t'apporte vraiment moi tout ce que j'ai fait comme erreur et ce que j'ai mis en place pour avoir une organisation qui scale à 50 personnes. Donc même si parfois il y a des sujets où on peut se dire ouais franchement c'est pas si prioritaire que ça, si tu organises bien ton entreprise, normalement, tu devras dégager beaucoup de temps. Et donc, si tu t'organises bien dans ton entreprise, tu vas pouvoir prendre du recul et remettre de la bande passante sur ces sujets-là qui sont très importants. Et donc, tu vas passer d'un état de je passe de la bande passante à faire dans mon organisation à, en réalité, je passe du temps à faire dans mon organisation. OK? Voilà, ça c'est pour la petite intro. Ça, juste aussi une chose, c'est que je vais pas te faire des rehooks, ok, ou des call to action toutes les 5 minutes. Donc, si t'es pas capable de regarder une vidéo d'1 heure qui peut vraiment t'aider dans ton organisation, parce que t'es matrixé à grands coups de TikTok et que ton attention c'est 4 secondes, quitte cette vidéo. Je pense que de toute façon, ça va être très compliqué pour toi pour t'organiser, d'accord? Je pense que t'as d'autres choses à voir avant de regarder cette vidéo. Si à l'inverse, bah, tu penses que t'es un peu plus calibré, que le marché t'arrive à retenir et avoir une attention de plus de 4 secondes, tu peux tout à fait rester sur cette vidéo. Pour les call to action, évidemment, c'est pour te parler de l'accompagnement que je propose. Donc en gros, Scaling Max aujourd'hui, c'est 50 entrepreneurs accompagnés dans des secteurs complètement divers et variés, le service, les infopreneurs, les startups, bref, des sujets extrêmement larges, y compris dans les boîtes dans le bâtiment, l'industrie, le hardware. Et ce sont 50 entrepreneurs qui ont scalé leur business. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, leur business tourne sans eux. Ils font des profits. Ils ont un système qui tourne. Ils ont des marges qui sont bonnes. Et certains d'entre eux ont très très bien réussi. Et aujourd'hui, vraiment, ils m'ont même largement dépassé. Et c'est cool. C'est ok. On est là pour ça. Ok, je ferme la parenthèse. On attaque maintenant le vif du sujet. Donc encore une fois, moi, le point de départ de cette vidéo, c'est comment je peux te permettre en une vidéo de t'apprendre ce qui m'a permis moi de passer de 0 à 50 salariés en 3 ans. Note, 50 salariés, c'est pas anecdotique, hein, parce qu'en fait, dès que tu passes ce seuil-là en France, tu commences à douiller sévère. Tu commences à faire des comités d'entreprise, tu commences à avoir une lourdeur administrative qui est extrêmement importante. Donc, si tu crois, toi, aujourd'hui, qu'avec 3 à 15 salariés,
c'est lourd. T'es pas prêt pour ce qui va arriver ensuite, ok? C'était le petit spoiler. Donc, ok, je ferme la parenthèse. Donc, globalement, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de t'expliquer comment on peut, encore une fois, recruter une équipe, structurer ton équipe et faire en sorte que, in fine, parce que c'est ça la promesse aussi qu'on vend nous dans les accompagnements, c'est d'être capable de prendre du recul sur son business et de faire en sorte que tu puisses partir en vacances, voir tes proches pendant 2 ou 3 semaines sans paniquer parce que ton business va être divisé par 2 parce que tu n'es plus là. Ok? Encore une fois, diriger une PME, je pense que à peu près tout le monde y arrive, ok, en faisant 60, 80, 100 heures par semaine. La faire tourner sans toi, il y en a beaucoup moins dans ton marché et je pense qu'autour de toi, t'en as même pas un en tête que tu connais qui véritablement peut partir tranquille en vacances sans avoir peur d'arriver en septembre en galère, quoi. Alors, dans cette vidéo, bien évidemment, comme je te l'ai dit, on va vraiment essayer d'être extrêmement large et de traiter tous les sujets. Donc, qu'il s'agisse de délégation, de pilotage, de management, voire même, et pour moi parce que c'est corrélé en fait à une bonne gestion management, au pilotage financier, parce que tu dois être à l'heure. Tu dois être à l'heure, les gens ils t'attendent, tu dois être précis, parce que tu peux pas demander aux gens d'être précis si toi-même tu ne l'es pas. En l'occurrence, le paiement des salaires et la justesse des salaires, c'est souvent un sujet, même si ça peut paraître anecdotique, tu vois, ça envoie pas un message de confiance à tes équipes. Si tu te trompes de 10 à 50 euros sur tes paiements au salaire, c'est quand même pas sérieux, quoi, tu vois. Donc pourquoi m'écouter? Bah écoute, si tu me connais pas déjà, moi je suis Maxime Augia, donc je suis serial entrepreneur. J'ai créé ma première boîte à 23 ans que j'ai scalé donc de 0 à 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. 3 ans avant cette période de commerce, de déploiement commercial, on a eu un gros développement produit. Malheureusement à l'époque, il n'y avait pas Claude Code, ni tout ce qui te permet aujourd'hui en 2 clics d'imprimer du logiciel. Et donc ça prenait du temps et des équipes pour pouvoir le faire. Et d'ailleurs, ça nécessitait du coup un double effort parce qu'on avait des équipes, on va dire standards, qui sont des humains un peu plus classiques, les humains en management, en ressources humaines, en commerce, en support client. Ça, c'est la partie facile. La partie difficile, c'est quand on commence à aller se taper du développeur et quand on commence à manager donc du coup du développeur, parce que là, effectivement, ce sont des personnalités qui sont beaucoup plus difficiles à manager. Et je ne les critique pas, ce n'est pas une insulte que de dire ça. Et d'ailleurs, en réalité, je pense que tout développeur sérieux admettra qu'il a un tempérament un peu particulier, un peu atypique, limite autistique lorsqu'ils sont bons. Et donc, nécessairement, ça implique un management un petit peu différent des managements plutôt classiques. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que je suis un minimum crédible par rapport à tous les coachs de coach que tu vas voir sur le marché qui vont te dire délègue, mais sans l'avoir véritablement fait eux-mêmes. Et d'ailleurs, anecdote, je pense que 80% des gens aujourd'hui, donc des infopreneurs et des gens qui font du coaching en ligne, le font très mal. Si tu as été en contact avec un N-1, -2, -3, donc de quelqu'un qui fait partie d'une organisation, je prends par exemple Max Piccini, ok, qui est quelqu'un qui est très connu sur le marché de l'accompagnement pour les PME, parce qu'il fait 1 million par mois quand même. Hein. Énormément de gens se sont plaints de la pauvreté, de la fluidité et du manque de fluidité des échanges avec ses équipes. D'accord? Parce que bon, le coaching n'est pas scalable, c'est la raison pour laquelle moi je ne le fais pas. C'est-à-dire que je préfère faire peu de clients très chers que j'accompagne moi-même plutôt que d'aller recruter des gens qui n'y connaissent rien et que je paierais moins cher que ceux qui me payent alors qu'ils m'ont payé pour mon savoir-faire. C'est un truc qui n'a pas vraiment de sens. Donc, si un jour tu as fait du coaching ou si tu as été accompagné par du coup quelqu'un que tu pensais être expert, mais qui t'a accompagné avec un CSM qui l'a recruté à fond ce travail la veille au soir, c'est normal que tu aies été déçu sur ton coaching. Ça n'a pas vraiment de sens. Quand tu payes du coaching, tu dois payer la personne qui est là pour toi et pas son Customer Success Manager. Pour les gens qui ne sont pas fans des anglicismes, j'en fais beaucoup, je sais, je m'en excuse par avance. Mais en gros, Customer Success Manager, c'est support client. Ok? Donc voilà pourquoi tu dois m'écouter. Je vais essayer d'aller vite parce que sinon la vidéo va durer vraiment très longtemps et ça va vous gaver. Donc évidemment, si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est, je pense, dans la grande majorité des cas parce que tu as construit une boîte, tu l'as développée, tu fais 1, 2, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ok. Mais maintenant, il y a un truc qui te rend dingue, c'est que tu te dis tout le temps les gens, ils sont beaucoup plus nuls que toi, que tu n'arrives pas à déléguer, que quand tu essayes de déléguer, ça fonctionne pas. De l'autre côté, tu es complètement la tête dans le guidon, tu n'as aucune capacité de prise de recul.
Et souvent, c'est une des raisons pour lesquelles on fait l'accompagnement, et pour le coup, c'est pas un call to action caché, mais ça n'a pas d'intérêt de structurer et d'aller plus loin sur une vidéo sur le recrutement si en fait tu dégages pas assez de marge, ok? Parce que malheureusement, en fait, le recrutement est un peu un risque, ça consomme du cash à court terme, mais ça t'en fait gagner à long terme. Et donc, le bridge pour pouvoir être capable de bien recruter, ok, c'est évidemment aussi d'avoir une organisation saine qui te génère des marges positives et à minima, bien maîtriser ton cash flow, parce que quand tu es tout seul ou quand tu as 3 pélos à payer, donc 3 SMIC à sortir, c'est pas très grave. Et quand tu commences à prendre de la voilure, eh bien l'URSSAF devient quand même un compagnon qui n'est plus juste, sur lequel on se plaint pas juste comme ça pour le fun ou pour faire comme tout le monde, mais ça devient un truc qui te prélève jusqu'à 5 ou 6 chiffres par mois, tu vois, voire même plus, et pour les grosses boîtes. Donc faut vraiment pas te rater. Donc je ferme la parenthèse, mais globalement voilà, c'est pour ça que tu es là. T'arrives pas à déléguer, tu sais pas par où commencer, et tu as besoin qu'on t'explique avec des mots relativement simples, en tout cas j'essaye d'être relativement simple, comment réussir à le faire sans non plus monter une usine à gaz, sans non plus prendre des risques démesurés qui risqueraient de mettre ta société en difficulté. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, mais comme je te l'ai dit, la priorité à ce stade, pour toi, c'est d'être capable de pouvoir prendre du recul, d'avoir des bonnes marges, d'avoir un bon cash flow maîtrisé. Et si c'est pas le cas, c'est ce que tu dois travailler en priorité. Ok. Encore une fois, si tu as des difficultés déjà sur cette étape-là, tu auras un lien en bio call to action. Comme d'habitude, tu peux organiser un petit rendez-vous avec moi du coup directement. Il y aura personne d'autre que moi qui va pouvoir discuter avec toi. Et j'essaierai de t'aider déjà sur cette partie-là avant de t'aider sur la partie qu'on va voir aujourd'hui, le recrutement. Pour ceux qui effectivement ont passé ce cap, donc qui ont des bonnes marges, qui arrivent effectivement à avoir de la visibilité et qui se disent ok, maintenant je veux recruter mon premier commercial ou un deuxième, un troisième commercial, ou structurer mon équipe au sens large, market, produit, dev, si je veux du tech, vous êtes au bon endroit. L'info essentielle aussi qu'il faut avoir en tête et qui est très important de déconstruire avant même d'attaquer tout le reste sur cette présentation, c'est que vous devez comprendre que vous avez ce qu'on appelle le biais du fondateur. Le biais du fondateur, c'est normal pour les entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs qui entreprennent pour la première fois, ok, en tout cas qui ont créé une première boîte et qui sont toujours dedans, donc ils n'ont pas eu la capacité de recommencer la boucle comme moi je peux le faire aujourd'hui. Et c'est qu'en fait, les gens, tu penses, tu apposes ton schéma de pensée sur les autres. Et donc tu penses que les autres pensent comme toi, raisonnent comme toi, sont aussi vifs, pertinent, motivé, impliqué, précis que toi. Et en fait, tu oublies un truc, c'est que toi, c'est ta boîte. Toi, c'est ton bébé. D'accord. Donc, même si les gens, tu mets en place une organisation parfaite, même si les gens sont impliqués dans ta boîte, pour eux, ce n'est qu'un travail. D'accord. C'est la triste réalité, mais c'est comme ça. Et c'est encore plus vrai en France. On a une culture qui est ce qu'elle est. Tu peux dire qu'elle est pas bonne, ok, mais sauf à vouloir te faire mal, d'accord, et à le répéter tous les ans à plafonner, et du coup, in fine, toi-même, en devenir victime, parce que ton business va pas se développer, ça sert à rien, ok. Ça n'apporte rien de dire ça. De dire les autres, ils sont nuls, de toute façon, tout le monde est nul. Voilà, ça sert à rien. Donc, arrête de le dire et remettons en question et comprends que tu es sur un marché français très particulier et que tu peux obtenir des gens impliqués, tu peux avoir des gens motivés, précis, des gens qui s'améliorent, des gens qui deviennent des très bons collaborateurs. C'est tout à fait possible parce que on l'a fait, je l'ai fait et d'autres le font aujourd'hui. Mais n'attends pas non plus que ce soit des gens qui se comportent comme des associés. Ok, si tu veux que ce soit le cas, c'est tout à fait possible. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on recommande nous sur la partie délégation totale. C'est quand tu veux vraiment passer à autre chose plutôt que de vendre ta structure. Si elle se passe bien, tu peux tout à fait mettre en place des directeurs généraux qui ont des management fees, ok, donc un management package, en gros un package de rémunération, ok, qui est basé et indexé sur un certain nombre d'indicateurs, dont du variable sur l'excédent brut d'exploitation de la société. Et ces gens-là, en général, pour justement faire en sorte que intellectuellement ils soient plus alignés avec toi, il faut leur faire prendre du risque. Il faut bien entendu qu'ils mettent au pot, qu'ils investissent. Et en général, on fait ça à travers des actions de préférence. Mais c'est pas le sujet du jour. Et si tu as des questions, encore une fois, par rapport à ça, sur comment structurer un management package, mettre en place des directeurs généraux de façon efficiente, efficace, sans prendre de risques et en augmentant tes chances de succès, pareil, call to action, tu prends un appel avec moi, on en rediscute. Donc voilà pour le biais du fondateur qui est vraiment important de débunker tout de suite.
Donc là, il y a globalement, je vais te filer vraiment une quinzaine de points, ok, qui sont vraiment complets de A à Z. Ça va vraiment te permettre, si tu comprends ces 15 grands piliers, ok, de comprendre parfaitement ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, à quelle vitesse il faut le faire. Et il n'y a aucun monde dans lequel, si tu ne suis pas cette méthode de façon régulière, précise, et que tu t'appliques, adapté bien entendu à ta culture, ta vision, qui tu es, ok, c'est pas possible de ne pas réussir à déléguer et sortir de l'opérationnel avec ce format-là, ok. Ok, donc là on attaque par les fondations. Donc on va rebalayer le billet du fondateur, mais on vient d'en parler. Déléguer vertical par vertical, une vision, évidemment, c'est très très important, vision mission, et un BP à 10 ans, ce qui est extrêmement rare sur le marché en général, en particulier quand on a des boîtes PME ou autres. Mais c'est valable aussi pour les startups, je te rassure. Et bien évidemment, parler aussi de l'onboarding, qui est un sujet clé. Donc l'onboarding, c'est l'embarquement, ok, c'est l'arrivée des nouveaux collaborateurs, qui est très importante elle aussi. Donc le biais du fondateur, on vient d'en parler, d'accord? C'est que le salarié, c'est pas toi, que la formation, c'est pas une variable d'ajustement, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est pas parce que toi, tu as su te former tout seul que tes salariés sauront le faire. D'ailleurs, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, sinon ils seraient aussi indépendants et patrons, et ce serait pas toi le patron, ok? Et encore une fois, il faut considérer le management comme une condition essentielle pour toi, pour pouvoir scaler ton activité. Donc, ce n'est pas un truc chiant que tu dois faire ou tu es forcé à le faire, ok? C'est quelque chose qui est essentiel à faire pour que ton organisation scale, parce que les choses que tu as fait pour passer de 0 à 1 ou voire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, ben, ce ne sont mécaniquement pas les mêmes pour passer de 5 à 50 millions, d'accord? Donc, il faut l'intégrer, il faut mettre ça dans ton sac à dos, et à partir d'aujourd'hui, considère que le management, la formation, l'écoute, l'apprentissage, apprendre à faire, c'est plus important que faire. Sinon, tu vas rester piégé dans le faire, et tu vas faire ça pendant 10 ans et tu vas devenir le salarié le mieux payé de ton entreprise, vraisemblablement, et parfois c'est pas tout le temps le cas, mais tu vas rester prisonnier de ta propre entreprise comme un salarié. Et je pense pas que c'est ce que tu veux, et c'est la raison pour laquelle tu regardes cette vidéo. Donc quand on délègue, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur les réseaux, et en général, on va te dire, identifie, liste les tâches, ok, que tu veux déléguer, et commence par déléguer comme ça, en déléguant une tâche les unes après les autres. Alors, moi, je te déconseille de faire ça parce que ça, c'est plutôt pour des gens qui sont sur de l'infoprenariat, tu vois, et qui ont des tâches assez ciblées, qui vont pouvoir déléguer ou sourcer avec des prestataires externes. Je dis pas que c'est pas possible parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver des assistantes administratives à Madagascar, mais la France s'est tellement paupérisée et on a une population tellement énorme de gens qui ont quasiment aucune valeur ajoutée sur le marché que il vaut mieux récupérer quelqu'un là-dedans qui est, tu vois, en présentiel avec toi matin, midi, soir, que travailler avec quelqu'un qui, globalement, en fait, aurait un coût assez proche à l'autre bout de la Terre. Donc, profitons du fait que notre France est extrêmement paupérisée pour capitaliser en tant que ressource dessus et identifier des gens qui pourraient travailler, par exemple, en part-time au début, tu vois, puis ensuite en full-time, mais avec un salaire, tu vois, voilà, où la personne, elle veut le SMIC plus 2-3 avantages, plus, tu vois, une petite voiture de fonction, une petite voiturette de fonction, des trucs un peu... Des détails un petit peu futiles, mais qui peuvent te permettre finalement d'avoir quelqu'un tous les jours avec toi, motivé, qui rejoint ta boîte, qui a une culture de boîte, qui applique ta culture de boîte. Et pour moi, c'est beaucoup plus important que simplement juste déléguer une tâche. Donc là, c'est pour l'intro. Donc, je recommande pas aux gens de faire ça parce que je pense pas que ce soit la bonne pratique. Je pense pas que ce soit une bonne chose à faire. En revanche, il faut bien évidemment que tu prennes le temps d'identifier qui fait quoi dans ton organisation. Et je vois trop de patrons de PME qui, dès qu'on leur parle de fiches de poste, se disent « Ouais, je vais demander à ChatGPT ». Si tu fais ça, franchement, t'es mal barré, quoi. Tu vois, vraiment, ChatGPT, c'est un robot probabiliste qui met des mots les uns après les autres de façon, au niveau par rapport à des probabilités, d'accord? Ça n'est pas un outil qui réfléchit à ta place et ça n'est pas un outil qui réfléchit tout court, ok? Donc, ne le fais pas réfléchir. Et une fiche de poste est intrinsèquement liée à ton activité, à comment tu l'organises et à ce que tu attends des autres. Donc, si tu fais ça sur une fiche sur ChatGPT, ça va être problématique, ok? Ça veut pas dire qu'il peut pas t'aider à faire un cadre, bien sûr, pas de débat, mais c'est pas lui qui va te faire la fiche de poste, ok? C'est quand même toi qui es capable d'arbitrer. Et si, quand tu reçois le compte rendu, donc la fiche de poste qui est générée par ChatGPT, tu te dis c'est bien et t'as rien à rajouter, je pense qu'il y a quand même un vrai problème. Il faut que tu sois capable toi-même avant
d'identifier les 3-5 tâches clés fondamentales que tu attends du poste que tu veux recruter. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça ne concerne pas simplement le poste que tu veux recruter, parce que c'est contre-intuitif, mais ça concerne en fait en réalité ta perception réelle de ton organisation aujourd'hui. Et je vois beaucoup trop de patrons de PME qui se disent oui, mais les coûts des salariés c'est élevé, ça coûte cher, donc il faut qu'ils fassent tout, tu vois. Mais c'est débile parce que quand tu n'organises pas un humain, c'est comme tu vois, quand on est à l'usine, on fait les 3-8, il y a un humain, son rôle, c'est de prendre une presse et de faire ça. Voilà, il fait ça toute la journée, d'accord? Si on a mis ça en place, ok, dans l'industrie, c'est pour une bonne raison, c'est que du coup, l'humain qui fait ça, ça peut paraître délicat, ça peut paraître fin, on va pas véritablement voir comment il a fait pour s'améliorer, mais en fait, en faisant tout le temps la même chose, sur des tâches précises, clairement identifiées, il va s'améliorer, il va progresser, il va être plus efficace, tu vois. Et donc, si tes salariés font absolument tout, partout, tout le temps, sans organisation, tu as un autre problème que le recrutement, c'est que la learning curve, donc désolé c'est un anglicisme, mais la courbe d'apprentissage de tes salariés est probablement négative. Ça veut dire qu'ils désapprennent plus qu'ils apprennent. Ok? Donc ça, c'est un vrai problème. Les gens doivent devenir de plus en plus efficaces, mais si tu leur donnes tout à faire, ils ne peuvent pas le faire. Ce sont des humains, ils sont limités. En règle générale, ils travaillent 35 heures par semaine, ce qui est extrêmement peu. Ok? Donc, il vaut mieux structurer ton organisation par petits pôles bien clairement identifiés avec 3, 4, 5 grandes tâches claires, tu vois, et ça te simplifiera aussi la tâche pour la suite. On verra plus tard dans la vidéo sur les OKR, donc sur la définition des objectifs, parce que du coup, ça sera beaucoup plus facile de le faire. Donc, typiquement, si ton commercial, il fait la prospection, les R1, les R2, les devis, les relances, laisse tomber, en fait, laisse tomber. Ton commercial, il brasse de l'air toute la journée, tu vois. Donc, tu dois structurer avec un SDR devant, donc un sales, un téléprospecteur, c'était le terme à l'époque il y a 10 ans, ça existe toujours, qui va faire un peu d'appel à froid, gérer les appels entrants, les prospects entrants, et qui a pour mission de prendre des rendez-vous pour ton commercial qui, lui, va faire toute la journée des rendez-vous. Voilà. Mais pas une personne qui fait les deux en même temps. Ça n'est pas efficace. Et c'est valable pour le support, et c'est valable pour X, Y, Z. C'est tout le temps pareil. Le marketing, c'est pareil, etc., etc. Donc, je ferme la parenthèse, mais en gros, on a fait une digression, mais tu comprends l'importance d'identifier les tâches dans ton activité. Mais déléguer une tâche comme ça au talent, c'est quelque chose qui reviendra systématiquement. C'est-à-dire que tu vas déléguer un truc à la mauvaise personne, sans organisation, sans vue claire de ton organisation, et ça va revenir, et ça va revenir, et ça va revenir. Et là, tu vas dire, je comprends pas, j'arrive pas à déléguer parce que j'ai délégué, tiens, fais les devis, et en fait, c'est tout le temps moi qui fais les devis, je suis obligé de le revérifier 15 fois, tu vois. Classique. Donc, lister les tâches fondamentales, définir les tâches par job dans ton organisation fondamentale, mais c'est pas comme ça qu'on délègue. On délègue idéalement, si on a les moyens, directement la verticale. J'ai un directeur commercial qui gère des commerciaux et qui gère des téléprospecteurs. Voire dans les boîtes les plus structurées, on segmente et on a un directeur commercial qui gère des commerciaux itinérants et on a un patron des ventes, un patron de la prise de rendez-vous, donc un patron de l'appel de vente, un patron du centre d'appel, pardon, qui gère les prises de rendez-vous. Parce que ce sont deux métiers différents. Parce que prendre des rendez-vous en froid, par exemple, ce que moi j'ai fait pendant quelques années quand j'étais gamin, parce que j'ai arrêté l'école un peu trop tôt, c'est pas le même métier que aller chez quelqu'un et lui vendre un truc à 25 000 balles. Ça n'est pas le même métier. Et donc, avoir des gens qui deviennent experts sur chacune de ces verticales, eh bien, c'est fondamental. Et c'est ça qui, à la fin, fait que tu as des échelles de productivité et des échelles de rendement qui sont exponentielles parce que les gens prennent de plus en plus de rendez-vous, de plus en plus qualifiés. Ça s'améliore. Tes commerciaux sont de plus en plus bons dans l'optimisation de leurs tournées. Leurs journées sont de plus en plus remplies et ils sont encore plus efficaces et encore meilleurs dans les closings parce qu'ils sont bien pilotés, bien managés, ils ont l'habitude. C'est un truc qui s'auto-alimente, c'est vertueux. Et cette organisation qui est intuitive en commerce doit s'appliquer à l'ensemble de ton organisation. Ok? Donc, in fine, quand on veut déléguer quelque chose et qu'on veut vraiment s'en séparer, il nous faut un patron, ok, donc un directeur commercial, en dessous, une organisation structurée avec un commercial et un téléprospecteur. C'est un exemple, mais c'est pour que tu comprennes facilement le sujet. Il faut comprendre que si tu fais ça, mais sans l'avoir fait toi-même, c'est plus dur. Ça n'est pas une question de oui, mais il faut que tu le fasses. Tu vois, ça c'est le truc français. Oui, mais comment tu peux m'apprendre à faire ce que je vais faire
si toi-même tu ne l'as pas fait. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui sont très bons et qui n'ont pas forcément fait dans le détail tous les métiers. Pour autant, ça a deux intérêts de le faire. Le premier, c'est que tu vois les choses de façon beaucoup plus... Enfin, tu vas voir les choses de façon différente. Donc, tu vas voir les goulots d'étranglement, de productivité. Et c'est très important de rester connecté au terrain. Et le deuxième, c'est que finalement, en l'ayant fait toi-même, d'abord, ça va te créer une autorité, une légitimité naturelle. Et surtout, encore une fois, ça va t'éviter de traiter le point que je viens de dire au préalable. Donc, quand quelqu'un te dit, oui, mais moi, oui, mais tu sais pas de quoi tu parles. Ok, ce qui arrive très souvent en France, malheureusement. Hein. Le mec, tu lui fais fermer son claque-merde, en fait. Direct. Tu vois, tu lui dis, non, mais en fait, t'as pas compris. C'est moi qui prenais les premiers rendez-vous. C'est moi qui ai fait les premières visites. C'est moi qui ai fait les premières ventes. Tu vois. Et en l'occurrence, et on y viendra plus tard, la documentation, c'est moi qui l'ai faite. Donc, l'argumentaire qu'aujourd'hui tu rabâches et que t'as appris par cœur, moi, je me le suis tapé et c'est moi qui l'ai créé de A à Z. Donc, maintenant, mon grand, tu prends ton téléphone, tu fermes ton claque-merde et tu prends des rendez-vous. Donc, évidemment, en termes de management, il faut s'adapter, mais en général, quand on fait du commerce, faut quand même rentrer un peu dedans, sinon on se fait marcher dessus, quoi. Donc ça, c'est pour la dimension vraiment spirituelle. Il faut comprendre que pour déléguer vraiment, ok, c'est comme ça qu'on délègue de façon décisive, ok. Patron, N-1, structuré correctement, et ça déroule. Et là, dernier point sur ce sujet, mais on va le voir après, c'est qu'il ne faut pas juste déléguer et plus regarder. Encore une fois, il faut avoir des indicateurs. Tu sais qu'un téléprospecteur, c'est tant de rendez-vous, tu sais qu'un commercial, c'est tant de visites, et que ça génère tant de chiffre d'affaires. Alors, sujet évidemment important. Je vais me mettre là-haut, hein, je suis désolé, je vais changer parce qu'il y a pas mal de texte en bas, donc pour pas perdre du texte. Alors là, on arrive sur le sujet clé. Oui, mais la vision mission, c'est du bullshit, ça sert à rien. Bon, désolé, mais non, en fait, parce que si tu veux, toi, t'es patron, donc ta target, c'est de tanker des dividendes et à la fin de finir multimillionnaire. On va pas se mentir, bien sûr que t'aimes ce que tu fais, t'es passionné, parfois un peu trop, mais la réalité, c'est que tu fais pas ça pour les beaux yeux de tes clients, ok? Donc, ce truc-là que t'as qui te drive, et c'est très bien, il n'y a pas de débat, ça va pas driver tes salariés. Et moi, j'ai vu des patrons de PME dire, ouais, mais on charbonne, hein, puis à la fin de l'année, boum, on aura fait 300 000, t'auras 10 000 euros de prime, tu vois. Mais attends, tu le prends pour un débile ou quoi, le mec? Le gars, il sait qu'il va t'imprimer 300 000 balles, et toi, tu lui dis 10 000. Donc, en fait, c'est pas, non seulement tu t'autoniques avec ce raisonnement-là, parce que du coup, en fait, tu t'es trop transparent sur les profits de ton entreprise, et tu raisonnes pas à l'échelle globale, tu vois. Tu dis pas, mais attendez, 300 000, c'est rien, faut qu'on fasse 3 millions, parce qu'on va recruter, on va faire ça. Donc, en fait, t'as pas l'argument de dire, c'est tes bits, on va le réinvestir et on va grandir, tu vois. Et c'est doublement problématique parce que le premier, les gens ils vont voir qu'en fait, du coup, l'organisation n'est juste qu'une machine à imprimer du cash pour toi. Donc, ça motive pas. Et en France, ça démotive. Et ça t'empêche, en plus de ça, de toi, de penser grand. Tu vois. Donc, tu vas toujours te limiter parce que on est ce qu'on veut devenir. Et du coup, dans ta tête, si t'as pas de BP à 10 ans, tu vas pas te mettre d'urgence particulière parce que c'est vrai qu'un patron de PME moyen, il vit sur sa petite holding pépouse, il se met ses 150K annuels, sa voiture, sa bagnole, une SCI et roule. Et intrinsèquement, il est pas malheureux. Ok, t'es pas le Pérou, mais t'es pas malheureux. Et donc le problème, c'est que ça va te plafonner et ça va du coup contribuer encore une fois à ce que tu continues de penser à ton organisation de cette manière-là. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est essentiel de dresser un BP sur 10 ans. Mais c'est très simple à faire. Je vois les gens, ils bégayent, mais c'est très simple à faire. Je veux dire, même si t'es pas ambitieux, ok, et que tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, te dire que tu vas faire 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 10 ans, c'est énorme. 10 ans, c'est énorme. C'est une décennie, c'est une génération. Tu vas pas me dire que tu peux pas faire x10, ok, sur 10 ans. Enfin, je veux dire, si tu fais pas minimum ça, de toute façon, l'inflation va te poser problème. Déjà, rien qu'avec l'inflation, t'as la moitié du résultat qui est acquis, déjà. Donc, c'est pas très ambitieux, tu vois. Je te dis pas de mettre 100 M, ok? Donc, c'est très important. Et pourquoi c'est important? Parce que derrière, ok, qu'est-ce qu'on raconte en fait derrière? Quelle est l'histoire? Aujourd'hui, on est à 1. Dans 10 ans, on est à 10. Pour aller à 10, il faut créer des agences, recruter, structurer, développer, investir, ok? Et ça implique une dynamique entrepreneuriale. Et ça provoque un truc essentiel qui d'ailleurs est en panne en France et c'est une erreur fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne travaillent pas. C'est qu'ils pensent que l'ascenseur social est mort. C'est-à-dire que si ton salarié, il rentre, il se dit, moi, je suis à 2K par mois, et dans 10 ans, je suis à 2K par mois, à 2K 100, ok, t'es mort. T'es mort. Parce que tu vas créer une organisation qui va être peuplée de feignasses, ok? Et t'auras beau les fouetter, leur dire tout ce que tu veux,
management toxique, pas toxique, bien les manager d'ailleurs, même en les manageant correctement, ça va être très compliqué parce que t'as pas d'histoire à leur raconter. Pourquoi le mec il se lève le matin? Tu vois? L'humain, il a besoin de religion, l'humain, il a besoin de sens profond. Une personne qui a vraiment compris ça d'ailleurs à des proportions, on va pas dire qu'on va tous faire ça, mais c'est un exemple. C'est Elon Musk, tu vois. On va aller remplacer l'ensemble des voitures diesel par des voitures électriques. Tout le monde l'a pris pour un fou d'ailleurs à l'époque. Hein. Et aujourd'hui, ça paraît être une évidence, mais à l'époque, ça l'était pas. On va faire en sorte de transformer l'humain pour l'améliorer, etc., etc. On va aller sur Mars, on va coloniser Mars. T'es pas obligé de faire un truc aussi incroyable, mais raconter une histoire, qu'on va créer un groupe, qu'on va créer une boîte qui va grandir et qui va faire monter tout le monde mécaniquement, ça c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et c'est fondamental pour ton organisation, pour un bon management, pour une bonne santé de l'entreprise et des ressources qui vont la rejoindre parce que c'est sexy, ça donne envie, on a envie d'y aller. Et si en plus tu fais un storytelling autour de ça, donc vision, mission par rapport à tes valeurs, ta culture et ce que tu veux apporter comme impact sur la société, c'est encore plus sexy. Donc quand tu combines tous ces facteurs-là, tu te rendras compte que recruter des gens compétents, impliqués, motivés, c'est plus facile et finalement, naturellement, ça va se faire là où jusqu'à présent, tu galères et tu trouves que des tanches. Bon, il y a plein de sujets, hein. C'est sûr que si tu mets, encore une fois, je vois trop de gens, 80% des gens, mettre des fiches de poste imprimées par ChatGPT sur Indeed. Mais si tu fais ça et que t'as que des tanches en recrutement, c'est normal. Je veux dire, c'est ça recruter pour toi? Non, c'est pas recruter ça. Donc je ferme la parenthèse, l'anecdote, mais je pense que beaucoup d'entre vous se seront reconnus là-dessus. Ok, donc BP à 10 ans, 1 à 10 millions. 10 millions, comment on fait? Quelle est la courbe de croissance qu'on doit faire tous les ans pour atteindre 10 millions dans 10 ans? Ok. Derrière, vision, mission basée sur ce que toi tu veux faire. Donc la mission, c'est ce que tu fais concrètement aujourd'hui. Aujourd'hui, on change les portes et les fenêtres chez les gens. Ok, on enlève les portes et les fenêtres en bois et on met des portes et les fenêtres en aluminium, en PVC, en matériaux renouvelables, peu importe. Ok. La vision, qu'est-ce qu'on fait? On veut devenir le premier contributeur pour améliorer l'isolement des passoires thermiques et donc on veut diviser par 2 les passoires thermiques sur le marché français pour apporter notre brique à l'édifice et devenir un peu le colibri dans le réchauffement climatique. Bon, tu m'as compris, j'en ai un peu rien à carrer moi personnellement parce que je pense que de toute façon la Terre sera toujours là après nous, elle était là avant nous, elle sera après nous. Je suis pas un matrixé de l'écologie, même s'il faut essayer de faire quand même notre part à l'édifice quand même, il n'y a pas de raison. Mais sans non plus que ce soit contre-productif et que ça nous appauvrisse ou qu'on tombe dans le totalitarisme. On fait une digression politique, mais je ferme la parenthèse. On pourra en débattre, prends un rendez-vous avec moi et on peut en débattre si tu veux. Petit call to action. Mais c'est hyper important. Et tu vois la différence. La mission, c'est ce que tu fais maintenant. La vision, c'est ce que tu proposes. C'est ce que tu vas atteindre dans 10 ans. C'est l'objectif, on va dire, c'est l'objectif non financier que tu te fixes dans 10 ans. Et n'importe quelle boîte, honnêtement, peut en trouver un. Moi, je t'ai donné d'idées sur, tu vois, le renouvelable, la planète. Ça peut être, encore une fois, sortir des gens de la merde, tu vois. On veut créer une organisation qui va recruter des gens dans les cités, etc. Et en fait, on va les former à des vrais métiers, on va en faire des hommes. J'en sais rien, tu vois. Il y a plein de choses, tu peux inventer plein de trucs. Et je connais aucune boîte qui fait plus de 10 millions, enfin, je connais aucune boîte qui fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires, encore une fois, avec des bons profits, des bonnes équipes qui se développent bien, qui n'a pas fait ce travail. Donc, ne considère pas ça comme bullshit. Ça ne l'est pas, en fait. OK? Donc, voilà. Donc là, on a balayé BP à 10 ans, vision, mission. Et donc, du coup, ça va te permettre, waouh, incroyable, pour toi, d'avoir un BP à 10 ans. OK? Et plutôt que de faire 4% de croissance sur l'année N-1 et te dire, ouais, bon, c'est pas mal, l'année prochaine, on fera pareil, tu vois. Tu te dis, non, on a fait n'importe quoi, on aurait dû faire 50% de croissance, tu vois. Donc toi aussi, ça peut te motiver toi-même en tant que patron d'entreprise à avoir une vision un peu plus ambitieuse. Ok. Donc voilà, j'ai mis une petite anecdote, c'est qu'effectivement, ce que je recommande en général aux chefs d'entreprise avec qui je travaille et qu'on accompagne, qui me disent mais si les gens ils voient clairement la vision d'entreprise, ils savent clairement ce qu'on fait, etc. Je leur dis bah d'accord, pas de problème. On raccroche l'appel, on se refait un appel demain soir, va voir tous tes collaborateurs et dis-leur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui te motive. Bah, et tu les fais dans des pièces différentes, évidemment. Il faut pas qu'ils s'écoutent et qu'ils s'entendent. Mais si tu fais ça, tu vas te rendre compte qu'il y en a aucun qui va donner une réponse claire et qu'il y en a aucun qui va dire la même chose versus son collaborateur. Donc, tu te rendras compte que du coup, ta vision des choses n'est pas celle que tu pensais. Ok, Biais du fondateur, version matrixage de ma propre culture de boîte. Je suis parfait. Les gens ont compris ce que je voulais, etc. Alors qu'en fait, pas du tout.
Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Ok, on a décaissé là tous les sujets un peu stratosphériques, un peu stratégiques. Ok, là on rentre dans le dur. Ok, c'est-à-dire en gros, et on verra plus tard hein, tout ce qui est fiche de poste. On en a déjà un petit peu parlé, mais t'as compris que tu peux pas faire des trucs à l'arrache. Ok, si tu fais ce que je te dis normalement, t'as clairement une bonne idée de qui fait quoi, quelles sont ses missions. Tu peux sortir des fiches de poste, donc derrière tu sais qui recruter, quoi, comment. Voilà, t'es pas débile. Si tu veux faire du marketing, il te faut un mec pour faire de la créa, un mec pour gérer les campagnes ads. Enfin, tu vois, c'est pas très compliqué. Le mec qui fait des créas, il fait du statique des vidéos. S'il est nul, tu prends que quelqu'un qui fait des statiques et tu prends un autre mec à côté qui fait que des vidéos, tu vois, etc., etc. C'est exponentiel. Tout dépend de ta structure de coût, tout dépend de tes profits et tout dépend de ce dont tu as besoin à très court terme. Si tu as besoin de plus de clients et que tu fais pas de marketing, il faudrait peut-être commencer à réfléchir à recruter des gens pour faire du market, quoi. Plutôt que de dire oui mais je sais pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, bah définis ce qu'il faut faire, crée des fiches de poste, c'est pas compliqué, organique, payant, tu regardes 4 vidéos YouTube, normalement tu sais quoi faire et recrute des gens pour le faire. Je ferme la parenthèse. Donc quand on fait ça, du coup tu vas avoir un pipe de gens qui vont venir. Donc moi en général, et on verra peut-être plus tard dans la vidéo, mais j'aime bien toujours que les gens fassent une petite vidéo d'eux avant, ça filtre un peu, tu vois. À minima, faire un petit questionnaire de 5-10 questions clés qui te permettent de débunker un petit peu et de qualifier un peu en amont les gens qui candidatent. Ok, parce que tu lis pas les lettres de motivation et personne ne les lit. Et un CV ne t'apprend pas grand-chose de quelqu'un, tu vois. Il faut poser des questions sur, tu vois, son parcours. Est-ce qu'il pense j'ai un problème, j'apporte une solution, ou est-ce qu'il pense j'ai un problème, je vais en parler à quelqu'un parce que j'ai un problème et je sais pas quoi faire, tu vois. C'est pas du tout les mêmes profils, tu vois. Donc ça c'est aussi ce qu'on apprend dans l'accompagnement, c'est à structurer des interviews d'entretien ou de pré-entretien qui te permettent de gagner du temps et d'écrémer un petit peu en amont pour avoir des gens qui sont plutôt un peu plus calibrés par rapport à ce que tu attends et par rapport à ce qu'une organisation attend. C'est des gens un peu autonomes, indépendants, rigoureux, matures, responsables, loyaux, etc., etc. Mais je ferme cette parenthèse sur du coup comment on arrive à qualifier ces gens-là et comment on peut gagner du temps et comment on peut recruter. Parce qu'on a parlé effectivement de Indeed et autres, mais il y a des dizaines de façons de recruter de façon plus qualitative, comme chasser des profils ou autres en l'occurrence, mais peu importe. Et on est dans un pays qui a un chômage de masse chronique depuis des années, donc c'est pas compatible avec le fait de ne pas trouver des bonnes personnes. Tu peux trouver les bonnes personnes, c'est juste que tu n'as pas mis en place l'organisation et les moyens pour aller les chercher. Sauf qu'une entreprise, à la fin de la journée, c'est des humains qui travaillent pour toi, qui te ramènent de l'argent. Donc, définir les humains qui vont travailler pour toi et te ramener de l'argent, c'est essentiel. Donc, je ferme la parenthèse, mais en gros, quand tu as fait ce boulot-là, tu as donc du coup des nouveaux recrutements qui entrent et tout le travail préliminaire qu'on vient d'évoquer, ok, qui est en gros préqualifié, qualifié pour pouvoir faire des bons recrutements, essayer de réduire le taux d'erreur au recrutement, mais ça n'enlève en rien le fait qu'il va falloir faire un onboarding. Parce que même si tu as pris un mec qui est autonome, rigoureux, persévérant, ce que tu veux, il a besoin d'être onboardé, quoi. Il a besoin de comprendre la culture de la boîte, vos différences, toi, comment tu gères, qu'est-ce que tu attends, comment tu communiques, comment les salariés et les collaborateurs communiquent, ce qui est un sujet aussi majeur dans les organisations. La plupart des gens ne savent pas communiquer. Donc là, pareil, je fais une digression. Donc tu peux aller voir Communication non violente de Marshall Rosenberg. En France, tu as Thomas d'Azembourg qui l'a démocratisé. Pareil, tu vas te dire c'est du bullshit, mais crois-moi qu'à l'échelle d'une organisation, l'incapacité ou voire même le manque de formation sur la capacité à communiquer entre collaborateurs, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. C'est les bruits de couloir, c'est des comportements toxiques que tu vas pas voir et qui vont pulvériser, on l'a vu, hein, un travail qui est quand même titanesque. Recruter des gens, créer l'organisation qui fait en sorte que tu arrives à trouver des gens bons, à les garder, à les former, à les faire monter et donc à faire croître ton entreprise, c'est du boulot. Donc, laisser des bruits de couloir ou une mauvaise communication détruire ça, c'est débile. Donc non, c'est pas du bullshit, il faut se former, il faut apprendre et il faut apprendre à communiquer. Hein. Communiquer, c'est pas juste sortir des mots de sa bouche, c'est apprendre à gérer une information que tu fais transiter entre deux personnes qui ont des comportements et des attentes qui sont différentes. Je ferme cette parenthèse sur la communication. Cette vidéo va durer longtemps, je l'avais prévenu. Hein. Donc l'onboarding est essentiel. Okay, donc dans l'onboarding, typiquement, on peut traiter ce type de cas-là. Tu vois,
Donc, tu mets dans l'onboarding des blocs sur la communication, comment on peut mieux communiquer, faire comprendre l'impact d'une mauvaise communication et d'une bonne communication. C'est pas très compliqué. Hein. Tu mets la vidéo de Marshall Rosenberg de 3 heures. Voilà. Et le gars, il se la tape, en fait. Tu viens, t'es recruté, et pendant une semaine, tu fous rien. L'erreur classique des patrons de PME, c'est se dire, oh putain, je l'ai recruté, vite, 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 imprime de l'argent, fais quelque chose, brasse, cours, va là-bas, reviens, cours. Non, c'est débile. C'est débile. Tu ne mets pas quelqu'un en opération tant qu'il n'a pas capté ce que t'attends, il s'est pas formé. C'est un cerveau tout neuf. Donc, tu t'es cassé le cul à avoir un beau petit cerveau que tu peux un peu terraformer. Bon, bah, ne lui demande rien. Il faut qu'il s'assoie devant un écran. Il faut qu'il écoute chaque personne de ton organisation, ok, pour comprendre un petit peu le commerce, le market, toi. Et une fois que tu as fait tout ça, que tu l'as formé à tes produits, à tes process, tout, ça prend une semaine pour les meilleurs, 10 à 15 jours pour les moins bons, et c'est pas grave, ok, parce qu'il faut perdre du temps pour en gagner. Et bien derrière, le mec, au bout de 15 jours, c'est une autre personne. Si tu l'as bien recruté, c'est une autre personne. Déjà, il a complètement shifté dans sa tête, et j'ai pas évoqué un truc, mais il y a aussi toute une dimension d'organisation. Les gens ne sont pas organisés, il faut leur apprendre à gérer son agenda, à gérer le focus, être concentré, tu vois, c'est comme ça. Tu peux te dire en m'entendant là maintenant, mais c'est lunaire qu'en 2026 on doit faire ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais en tant que chef d'entreprise, ça te mène dans un mur de penser comme ça. Tu dois faire le taf, ok? Donc l'onboarding essentiel. Donc c'est la raison pour laquelle, en général, avant d'intervenir sur ce type de step dans une entreprise, on dit aux dirigeants documente tes process. Parce que trop souvent, le dirigeant ne documente pas les process. Et pourquoi c'est grave? Eh ben parce qu'après, il faut le faire a posteriori. Et parfois, bah, du coup, tu n'as pas eu cet apprentissage entre-temps et le truc s'est pas amélioré entre-temps. Du coup, tu vas potentiellement ramener, je te prends un exemple d'un argumentaire qui marchait pour toi il y a 10 ans, ok, mais qui aujourd'hui marchera peut-être pas si bien que ça parce que les clients ont changé, tu vois. Et donc, si tu le fais relativement tôt, tu as une base, par exemple, je reprends l'exemple du commerce, tu as un argumentaire que tu as posé. Si tu le fais pas, cet argumentaire, il est dans ta tête. Personne le connaît. Donc, tu peux pas dire à un commercial, sois aussi bon que moi, puisqu'il n'a pas les 3 ou 4 ans de bagages que toi, tu as à avoir pris des centaines et des centaines de portes. Ok? Et ce truc-là, tu ne l'as pas documenté. Donc, il ne peut pas l'apprendre. Et c'est parce que tu recrutes même le meilleur commercial du monde qui va le connaître. Il connaîtra celui de là d'où il vient, ok, avec la qualité plus ou moins bonne de là d'où il vient, mais il connaîtra pas forcément le tien. Et donc, le fait d'avoir tout documenté, c'est un traitement d'objection, un argumentaire, tous ces éléments-là qui sont documentés dans un sales playbook, donc dans un document Notion ou équivalent. Et le gars, il arrive, il se le tape, il le ponce, il l'apprend par cœur, tu vois. Et du coup, là, il va avoir une courbe de progression qui est juste pas du tout la même, tu vois. Il apprendra plus en étant 15 jours concentré qu'en étant 1 an à brasser de l'air toute la journée et à ce que tu lui tapes dessus, tu vois. Donc, perdre du temps pour en gagner, c'est essentiel. Donc, onboarding est clé. Documente tes process. Comme ça, une fois que tu as documenté tes process, comment ça fonctionne, la personne, elle arrive. Tu lui donnes les clés du Notion, ok. Dans le Notion, il y a la formation de produit, la vision mission, une vidéo de toi qui parle de où est-ce que vous allez, etc. pour la partie branding, pour que les gens ils s'associent à toi et qu'ils aient l'impression d'avoir fait un entretien avec toi. Parce que quand tu commences à croître, ça sera peut-être plus possible, tu vois. Donc cette vidéo, elle peut être pertinente. Bref, tous ces éléments-là, comment utiliser les outils dans le détail, techniquement, pour le métier, avec un loom, tu vois, exactement comme ce que je suis en train de te faire maintenant. Et tout ça, c'est une base de contenu qui va être de l'or en barre pour toi, parce que plus tu vas la faire progresser, ok, plus tu vas la faire de façon intuitive, qualitative, sur des plateformes qui sont faciles, intuitives, ok. Tout ce bagage pédagogique, il est essentiel pour que ton entreprise derrière se développe. Et c'est un asset, c'est une valeur que qui compose des intérêts, tu vois. Parce que plus elle s'améliore, plus ton onboarding s'améliore, plus les gens sont meilleurs vite, tu vois, plus ton organisation va aller vite. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, il faut le faire évidemment crescendo et pas mettre 1 an à faire que ça toute la journée. Donc, documente tes process, mets en place tout ça et c'est vraiment essentiel. Est-ce que j'ai oublié des éléments? Non, je pense qu'on a tout balayé. Évidemment, la synthèse, c'est d'apprendre ce que tu as appris. Hein, donc, documente et apprends ce que tu as appris. Et donc, chez nous, encore une fois, chaque personne, quand elle arrivait, elle avait un lien Notion avec tout dedans, la formation produit, tout. On avait à côté des sessions de formation 1 fois par semaine parce qu'on avait des produits très techniques à vendre.
Donc pour nous, il fallait une montée en compétences quasi permanente. Parce que quand tu vends à des électriciens, à des plombiers, à des plaquistes, chacun a un métier particulier, t'as intérêt à avoir des mecs qui sont calés sur beaucoup de sujets, beaucoup de produits pour être crédibles face aux professionnels, tu vois. Donc on avait une formation continue avec des vrais produits en live, voilà, qu'on a construite nous-mêmes en interne. Et à côté de ça, on faisait pas que du développement, donc par rapport aux produits et à l'entreprise, on faisait aussi du développement personnel avec, lis des bouquins, écoute des podcasts. Donc on distribuait Miracle Morning, la jungle des startups. On proposait évidemment des vidéos philosophiques. André Comte-Sponville, il y a une vidéo qui est très bonne qui s'appelle Le bonheur au travail, qui permet justement d'aller traiter toute cette dynamique, tous ces enjeux de sens. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'essayer d'aider les gens dans l'écosystème dans lequel ils œuvrent maintenant. Et la quête de sens est une quête réelle. Tu peux pas... si tu contribues à l'adresser, tu apparaîtras aux yeux du salarié comme quelqu'un de bon, tu vois, comme quelqu'un de sain, comme quelqu'un de meilleur. Et il aura encore plus envie de rester avec toi, tu vois, plutôt que d'aller se barrer pour 500 balles de plus, tu vois. Et donc, ce qu'on oublie souvent dans le recrutement, et je vais faire quasiment toute la vidéo sur les 4 premières slides, c'est énorme. Mais en fait, non, il y a tellement de sujets à voir que ça va durer longtemps. Mais ce qu'on oublie aussi souvent dans le recrutement, c'est que quand on parle de clientèle, tu as ce qu'on appelle la lifetime value du client. Ok, c'est la durée de vie du client. C'est là, elle est fondamentale parce qu'un client qui repeat, ok, qui commande plusieurs fois, il te ramène donc du coup une marge substantielle beaucoup plus importante puisque ton coût d'acquisition a été rentabilisé sur la vie du client. Ok, ton commercial il a fait une visite, mais le gars il a acheté 4 fois, d'accord. Eh bien, lorsque tu recrutes quelqu'un, c'est exactement la même chose. Tu as un coût du recrutement. Et d'ailleurs, en l'occurrence, si tu passes par des chasseurs de tête, tu vas te rendre compte que ça te coûte 5, 6, 7, 8 000 euros. Ok. Bon, cette période est un peu révolue, donc tant mieux parce que ces putains d'escrocs qui en gros te font croire qu'ils ont travaillé. Il y en a quelques-uns qui sont bons, je dis pas, mais en règle générale, ils font quand même beaucoup de bullshit pour te prendre 8 à 10 000 balles devant, ce qui est juste scandaleux, parce qu'en tant que chef d'entreprise, t'as autre chose à faire. Eh bien, c'est un coût substantiel, tu vois. Donc ton salarié, si il vient que tu payes 8K devant, plus le temps perdu, plus le coût du salarié, ok, plus les outils et les licences que tu as pris pour lui, et que le mec se barre au bout de 6 mois, et encore, je suis gentil, hein, là, des fois c'est 3 mois, hein, voire même c'est 3 semaines, bah, t'as perdu 50 000 euros. T'as perdu 50 000 euros. Mais tu t'es pas rendu compte, en fait. C'est une valeur qui est pas forcément réelle, palpable, tu vois. Mais c'est la réalité. Donc, le fait aussi d'avoir un bon recrutement, de bien recruter, et de bien avoir une organisation derrière qui tourne, c'est aussi pour que les gens, ils restent. Ok, les gens, ils doivent rester dans 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, il faut qu'ils restent. Et dans une ère aujourd'hui, en 2026, où c'est compliqué, où il y a une grande quête de sens et où les gens ont tendance à... Aujourd'hui, le turnover moyen, donc la durée de vie d'un salarié dans une entreprise, c'est à peu près 2 à 3 ans. Donc si t'es entre 2 et 3 ans, t'es déjà bon. Et ben, c'est quand même un vrai sujet, quoi, tu vois. Ça veut dire que tous les 3 ans, il faut trouver des nouvelles personnes, quoi. Donc si tu peux faire en sorte que ces gens-là restent 5 ou 6 ans, c'est bien. Attention, il y a plein de gens qui là me disent vont monter au créneau et dire ouais, mais moi ça fait 5 ans qu'ils bossent pour moi. Alors oui, mais si ça fait 5 ans qu'il bosse pour toi, qu'il est pépouze à faire ses 35 heures, qu'il force pas, que t'as aucun tracking, par exemple les commerciaux, tu sais pas ce qu'ils racontent au téléphone, il n'a pas de CRM, enfin bref, c'est festival, bah va peut-être te remettre en question pour le coup, parce que là ça veut peut-être dire que t'es un peu en train de te faire niquer, quoi, tu vois. Parce que c'est pas normal, tu vois. Il devrait avoir un minimum de pression, et donc c'est aussi lié avec le truc qu'on a vu avant, c'est si t'as pas de BP à 10 ans, tu mets pas vraiment de pression, et encore une fois, tu recrutes un mec, un commercial, qui en réalité se paye, ramène un peu de chiffre d'affaires, mais te permet pas de rajouter assez de chiffre d'affaires pour en recruter 2 autres derrière, tu vois. Donc, fais attention à ça, quoi. Allez, on avance parce que sinon, je crois qu'il y a 29 slides, on est à la moitié. Donc, on va mettre un petit coup de booster. Encore une fois, s'il y a des sujets que j'ai évoqués trop rapidement, tu peux directement prendre un rendez-vous avec moi dans la bio, dans la description de cette vidéo. Et je serais ravi de t'aider sur des sujets très particuliers qui concernent ton entreprise. Donc maintenant qu'on a vu ça, on balaye maintenant. Ok, j'ai recruté des gens, ils sont bien onboardés, mais comment je les fais exécuter? Comment je fais pour que le gars, il délivre, tu vois? Et donc ça, c'est pareil. Une organisation, elle réussit que si elle arrive à basculer de « Ah oui, il faut faire ça », de « Je le fais, j'exécute, je délivre, j'ai du résultat ». Donc là, il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment découler et décliner la vision qu'on a vue au préalable en OKR. Donc OKR, pareil, un vilain anglicisme. Donc objectif qui résulte. En gros, c'est des micro-objectifs, ok, en français.
Donc, c'est être capable de définir des micros-objectifs extrêmement tangibles et concrets pour chacun de tes collaborateurs. Et c'est possible. C'est pas si évident que ça à faire. Pour le coup, la ChatGPT peut t'aider un petit peu à te donner des idées, mais ça peut aller assez vite si tu t'y mets dessus à 100%. C'est évidemment, dans l'idéal, avoir un dashboard qui est visible par tous, parce que ça met un peu la pression quand même. Donc, voir où est-ce qu'on en est, parce que les gens l'oublient et des fois, ils s'endorment un peu sur leur laurier, quoi. C'est vrai. Tu vois, typiquement, ton commercial, quand il fait son meilleur mois, tendance à se mettre un peu en détente, tu vois. Et donc là, c'est là où le management, en l'occurrence, permet de dire non, en fait, t'as pris de l'avance sur ton année, mais t'as l'année à faire, tu vois. Il y a évidemment les outils, parce que c'est pas tout de dire, d'apprendre à faire, d'avoir des objectifs, mais il faut aussi avoir les bons outils. Parce que si t'as des mauvais outils, ou que tu n'as même, voire même pas du tout outillé les gens, tes collaborateurs, faut pas te plaindre, tu vois. Encore une fois, oui, ça va te coûter de l'argent, oui, ça va impliquer des coûts, mais n'oublie pas, ton objectif, c'est que ta boîte soit rentable, fasse de la croissance et tourne sans toi. Donc, oui, à court terme, ça va te coûter des ronds. Mais ces ronds-là ont pour objectif, dans 18-24 mois, à ce que toi, tu sois à l'arrière et que tu pilotes tranquille. Pas en train de courir, d'éteindre tous les feux tous les 4 matins. Ok ? Tu as autre chose à faire en tant que chef d'entreprise. Surtout que généralement, une fois que tu auras fait ça, tu vas avoir d'autres trucs à gérer. Soit d'autres boîtes que tu veux reprendre ou racheter ou développer, soit ton patrimoine, IMO, tu vois, marchand de biens, nanana. Donc, tu as d'autres trucs à faire, tu vois. Et ensuite, on va évoquer évidemment donc, des sujets qui paraissent évidents, parce que là, quand je vais te le dire, c'est évident, mais que je vois dans 9 entreprises sur 10. Ok, c'est être capable de prendre les bons arbitrages sur à qui je dois parler, est-ce que je dois demander ou faire, tu vois, pour gérer et trouver des solutions. Et évidemment, la capacité de productivité. Et ce qui est un sujet majeur en 2026, parce que l'attention, la nôtre, a été capturée, on a été un peu matrixé. Aujourd'hui, typiquement, tu vois, est-ce que tu regardes toujours cette vidéo ? Peut-être pas. Tu es déjà en train de regarder un cul sur Instagram, ou tu es déjà en train de regarder un beau mec pour les meufs à la plage sur Instagram. Hein, chacun a sa sauce. Mais c'est ça le drame de notre société, c'est qu'aujourd'hui, le temps de concentration s'est érodé. Et les nouveaux recrutements sur les gens que tu vas recruter qui ont entre 18 et 24 ans, tu vas péter un plomb. Tu vas péter un plomb. Ok, ils ont 12 heures, 16 heures d'Instagram ou de TikTok par semaine. Ils sont bombardés de notifications. Donc ces gens-là, si tu les attrapes pas et que tu leur expliques pas en fait comment il faut réussir à faire en sorte de se concentrer avec des périodes, enfin vraiment des trucs de débiles, hein, quitte à mettre des timers, hein, quitte à mettre le téléphone en mode avion ou en noir et blanc. Mais voilà, c'est un vrai sujet, hein, parce que tu te déconcentres en 1 seconde, tu mets 1 heure à te reconcentrer. Hein. Et puis bien évidemment, on va parler des règles de réunion, qui là aussi sont un vrai sujet, surtout dans les entreprises, dans les PME, qui perdent un temps fou à faire des réunions qui n'ont ni but, ni queue, ni tête, pendant 4 heures pour 0 résultat. Donc, tout à l'heure, on t'a parlé de la vision, je t'ai parlé de la vision. Oui, j'ai tendance à dire on H24, je sais pas pourquoi, c'est un réflexe. Donc, je t'ai parlé de la vision. Et maintenant, tu commences à capter, en fait, ok, c'est pas du bullshit. Vision, je la décline. Donc, la mission, c'est ce que je fais maintenant. La vision, c'est ce que je fais long terme. Elle me permet d'emmener les gens, ok. Elle me permet moi-même de me challenger sur un BP à 10 ans. Et derrière, ok, on redescend. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure. Faut mettre un peu de pression quand même. Faut avoir un management humain, responsable et bienveillant, mais il faut mettre un peu de pression quand même. Et donc, quelles sont la croissance qu'on doit faire? Et pour faire cette croissance, comment elle se traduit concrètement? Si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, que l'année prochaine, tu dois faire 2, qu'est-ce qu'il faut faire? Plus de clients. Mais si on fait plus de clients, il y a plus d'admin. Et si on fait plus d'admin, il y a plus de support. Et s'il y a plus de support, tu vois, tac, 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 tac. Ok, donc là, tout de suite, tu vas avoir ta courbe de croissance et tu vas être capable d'arbitrer. Si tu as une bonne trésor d'ailleurs projetée, et on le verra, avec une bonne visibilité, tu peux projeter tes recrutements et le timing de tes recrutements. Donc ça, c'est hyper important pour pouvoir justement derrière définir des KPI pour l'entreprise au général. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on veut au niveau du commerce, en taux de closing, tu vois, parce que faire plus de ventes, ça repose sur des données qui sont stables. Si tu as plus de leads mais qui sont moins qualifiés, tu vas faire moins de chiffre d'affaires. Ok. Donc, si tu mets pas en place des indicateurs clairs dans chaque service, tu vas être aveugle et tu risques d'avancer pas dans la bonne direction. Donc, tu vas scaler, mais mal. Et là, ça peut te mettre effectivement, ça peut t'amener à des déconvenus, comme dirait notre ancien entraîneur Aimé Jacquet, qui vient de Saint-Etienne d'ailleurs. Donc, il faut bien se dire que tu dois avoir des KPI clairs qui peuvent te permettre, toi, en tant que chef d'entreprise, tout de suite d'identifier qu'il y a un problème. Le taux de qualification des leads baisse. Ok.
voire même top line. Mais je préfère descendre à ce niveau-là. Top line, c'est chiffre d'affaires mensuel, etc. Si chiffre d'affaires mensuel décroît, quand tu vas aller lever sous le capot, c'est que la qualité des leads a baissé, le volume de leads a baissé, etc., etc. Ok, c'est pas très compliqué à identifier, mais il faut le faire. Et ça, cette matrice doit être mise à jour tous les mois par les managers eux-mêmes. Au début par toi-même, mais après par les managers eux-mêmes pour avoir un suivi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma boîte? Dans l'idéal, et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'avant parce qu'avec Claude Code, tu peux développer ton propre outil en interne, honnêtement sans difficulté, pour avoir des dashboards qui se mettent à jour en temps réel. Si tu as des bons outils et un bon CRM, tu peux le connecter et ça met à jour les données en temps réel. Ok, donc ça c'est les KPI par service qui déterminent les KPI de l'entreprise. KPI étant les indicateurs. Hein. Bref, désolé, mais il y a des anglicismes, on n'y peut rien. Et donc, en dessous de ça, tu as les OKR par service, donc objectifs qui résultent. Donc là, c'est concret. C'est pas le taux de qualification du lead pour le service global, ok? C'est moi, Thibaut, quel est mon taux de qualification du lead, ce qui n'est pas la même chose, ok? Et combien de leads qualifiés? Et combien d'emails j'ai envoyé? Et combien d'appels j'ai fait, tu vois? C'est des trucs très très précis. On descend dans un niveau de granularité ultra fin. Parce que on l'oublie très souvent, mais encore une fois, une entreprise, c'est des humains qui exécutent des tâches, même à l'ère de l'IA. Donc ça, c'est ce qui te permet d'avoir vraiment la bonne pyramide d'organisation dans ta structure, qui est clean, avec les KPI globaux par service et les OKR qui descendent idéalement par service et par individu, de façon très précise. Donc ça, c'est hyper important. Ok. Et évidemment, en règle générale, au début, c'est toi qui le mets en place, mais derrière, tu motives et il faut que tes managers prennent du temps pour le faire et pour améliorer en permanence ces indicateurs. Est-ce qu'ils sont toujours bons? Est-ce que ça fait toujours du sens? Est-ce qu'on peut pas faire mieux? Est-ce qu'on peut pas avoir des indicateurs plus pertinents? Est-ce que le reporting aujourd'hui qu'on a mis en place, il est trop lourd ou pas assez? Voilà. Tout ça, ça s'itère, ça s'améliore et ça s'affine avec le temps. Le reporting d'une boîte qui fait 100 millions n'est pas le même qu'une boîte qui en fait 10, n'est pas le même qu'une boîte qui en fait 1. Il faut structurer ton organisation et mettre le degré et le curseur de complexité au bon endroit. Tu vois, si ton commercial il passe sa journée à faire de l'admin, bon, c'est un peu problématique, tu vois. Il doit passer sa journée à faire des appels. D'ailleurs, ce sont des indicateurs, tu vois. Donc, pour l'anecdote, un commercial chez moi, c'était à peu près 100 appels par jour. 150 appels par jour en moyenne. Un panier moyen à 3 000 euros, un taux de closing à 20%. Et donc, les meilleurs faisaient 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Je te laisse cogiter, mais c'est pas mal. Donc voilà, donc ça te permet d'avoir un petit peu des indicateurs. Et donc, c'est comme ça que tu peux piloter ta boîte de façon claire. Encore une fois, sur le sujet vraiment important à comprendre, c'est que manager des gens, et malheureusement, quand t'es patron d'entreprise autodidacte, t'es pas passé par les écoles de management, etc. Donc, je dis pas qu'elles sont fondamentales, mais elles t'apprennent quand même 2-3 notions. Et souvent, t'es un peu biaisé, t'as ta culture populaire, etc. Donc, t'es un peu dans ta sauce. Mais ça te limite, très, très clairement. Il faut vraiment comprendre que manager, c'est pas juste papoter, c'est pas fixer des objectifs au talent, au doigt mouillé, sur la base d'intuition, qui du coup sont quasiment pas atteignables. Du coup, à la moitié de l'année, tes équipes, elles sont claquées parce que ils se disent on n'y arrivera jamais. Donc, les bonus, on les aura jamais. Tu vois, tout est lié. Hein. Et ça n'est pas non plus de dire ah bah tiens, ils foutent rien, je vais leur taper dessus. Mais ça sert à rien. D'ailleurs, en règle générale, je pense que là tu t'es reconnu dans à peu près tout ce que je viens de dire. Mais en règle générale, quand tu fais ça, ça fait même l'effet inverse. Ça démotive les gens et ça va créer un écosystème de peur dans ton organisation qui fait que les gens vont finir par s'habituer que tu leur tapes dessus. Ils vont pas te le dire et ils vont juste laisser couler, tu vois. Et là, c'est très grave parce que tu vas créer une organisation où tu n'es plus écouté, tu vois, et où les gens vont faire semblant de t'écouter. C'est extrêmement grave pour une organisation, tu vois. Et pour toi, bah c'est un enfer en fait. Pour toi en tant que dirigeant d'entreprise, ça te ronge de l'intérieur. Un coup, tu vas serrer les dents, rien dire. Un coup, tu vas péter un plomb et tu vas lui mal parler à la terre entière, tu vois. Donc c'est extrêmement toxique. Il faut trouver des façons de communiquer et des façons de travailler qui sont bien plus saines. C'est un peu le but de cette vidéo à la base. Hein. Donc voilà un exemple de dashboard qui peut être pertinent à fixer.
encore une fois, moi, chez nous, on avait un écran. On a acheté un écran. On a créé un data studio. Donc, c'est un espèce de petit logiciel qui récupère des infos d'un fichier Google Sheet, Excel, qui était rempli à la main une fois par mois et qui te remonte des données. C'est tout bête. Hein. C'est un écran qui affiche des données. Alors après, quand tu commences à être structuré, tu peux tout connecter et avoir un dashboard en temps réel, mais c'est pas sur une PME, c'est pas essentiel à très court terme. À terme, c'est bien de le faire. Donc ça, c'est important parce que ça permet encore une fois à tout le monde de rappeler c'est quoi la trend, c'est quoi la trend actuelle. Et moi, je le mettais souvent en corrélation avec les objectifs, tu vois. Comme ça, au moins, tu vois à long terme où est-ce qu'on en est, tu vois. On est dans l'année, j'ai fait un bon mois en tant que commercial, mais ma target, c'est de faire, je sais pas moi, 2 millions tout seul. Et là, je suis à 500 000, tu vois. Donc, tu t'emballes pas, quoi. Alors là, on va traiter un sujet maintenant qui est très important, qui est un sujet chronique chez quasiment la plupart des patrons de PME en France. C'est le fait d'être sous-outillé ou sur-outillé, ok, ou outillé par les mauvais trucs, tu vois. Ah ouais, je vais prendre un CRM. D'accord, mais si ton CRM c'est Axonote, si ton ERP c'est Odoo, bon bah tu vas galérer, quoi. Enfin, franchement, je te dis sincèrement, c'est des outils qui sont, on bite rien, on comprend rien à ce qu'il y a dedans. Ils sont extrêmement compliqués, c'est des sous-produits de sous-produits. Donc évite de faire ça, tu vois. Et je te parle même pas des gens qui sont sur EBP Compta ou des trucs encore pires, tu vois. Donc si ton outil de gestion est merdique, faut pas te plaindre sur le fait que ta boîte va pas aller bien loin. Et le pire, c'est que souvent il y a des outils merdiques qui coûtent cher, hein. Donc la réalité, c'est que pour piloter ta boîte, ok, bien évidemment, il te faut un ERP derrière. Donc enfin, il te faut on va parler français, mais en gros, il te faut un système de facturation correct. Souvent, on a tendance à pas utiliser les outils de facturation qui peuvent prélever des frais, ce qui selon moi est une erreur, pour la simple et bonne raison que ça va peut-être te coûter 1,5% de ton chiffre d'affaires, par exemple, mais toutes tes factures sont traquées, toutes tes factures sont générées automatiquement, tu peux plugger un truc dessus et avoir des dashboards en temps réel, donc ça vaut peut-être le 1,5%, tu vois, plutôt que de tout faire au talent, faire tes factures dans un coin, voilà. Ça va de toute façon de moins en moins exister parce que nos amis, les députés et autres brillantes personnes qui nous gouvernent ont eu la bonne idée de lancer la facturation numérique, donc en France, qui fait qu'aujourd'hui en France, en tout cas pour les gens qui sont français, ils sont concernés, ils vont être obligés de toute façon d'utiliser un logiciel. Donc au moins le débat il est tranché. Donc 2 outils qui selon moi sont essentiels dans une organisation. Le premier, c'est un système de discussion en temps réel par thématique. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que Slack. Il y a Discord, mais c'est quand même repoussant pour des gens qui sont pas geeks. Ok. Donc, la bonne pratique, c'est d'utiliser Slack. Le format gratuit te permet d'avoir l'essentiel du produit sans devoir raquer non plus de façon stratosphérique, parce que c'est par utilisateur. Et ça te permet d'avoir déjà un début un démarrage sans que ça te coûte 4 bras. Et pour moi, c'est fondamental parce que il y a trop de gens qui perdent du temps, déjà, dans les organisations. Et il y a trop de gens qui n'ont pas cet outil mis en place, qui vont reposer sur Teams ou WhatsApp ou des outils un peu plus bancals. Et c'est un vrai problème parce qu'en fait, les gens ne les utilisent pas. Et donc, les gens, au lieu de communiquer de façon asynchrone par message, ok, instantané, ils vont se déplacer et ils vont aller voir Patrick. Donc, Patrick, il va aller voir... Arthur va voir Patrick. Dis donc, Patrick, t'as pas vu... tu sais, Patrick, il enlève son écouteur. Poubelle. Allez, reviens dans 1 heure parce que t'es pas concentré. Tu vois. Et il n'y a aucun respect de ce qu'est en train de faire la personne. Ça se trouve, le gars, il est focus sur un truc qui est hyper important. Enfin, c'est un carnage dans une organisation. Et ça, multiplié par 10 collaborateurs, ta productivité par semaine est divisée par 2. Tu vois. Et si toi-même, t'as tendance en réunion à dire Patrick, fais-moi un café, bah, tu vois bien un peu la débilité de ce comportement. Tu vois. Et malheureusement, c'est extrêmement répandu dans les entreprises. Et donc, il faut pas faire ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de le faire de temps en temps, mais pas 5 fois par jour. Et donc, Slack, ça permet de mettre un topic, ok, de dire au marketing, par exemple, hello les gars du market, qui a ce truc-là? Et comme ça, la personne qui est dispo, et si tous tes documents et ta base de documentation, elle est ouverte, bien organisée, bien structurée, bah, la personne dispo t'envoie ça sur Slack.
ça l'a pas déconcentré, tu vois. C'est une notif, elle a vu ça, elle l'a traité, c'est traité. Boum, instantanément. C'est pas, je me déplace, je descends, ah mais il y a Catherine qui m'attrape sur le passage, tu vois, non. Et en plus, ça permet aussi de travailler avec des gens qui sont pas forcément sur site, ok, en télétravail chez eux. Donc c'est important. Et donc en général, tu vas avoir des canaux market, vente, admin, RH, etc. C'est quand même la bonne pratique et c'est un outil qui encore une fois coûte zéro parce que tu peux le prendre sur le format gratuit au départ. Donc ça pour moi c'est essentiel pour avoir de la communication asynchrone. On va évidemment me prendre pour un psychopathe et un mec qui veut pas parler aux gens, mais en fait c'est pas ça, c'est que on a tes salariés, ils vont travailler 35 heures. Si tu les optimises pas, ça va être dur. Ok, ça va être dur. Donc il faut vraiment optimiser le temps, les 8 heures qu'ils vont déployer chez toi pour que en 8 heures ils produisent un maximum. Ça n'enlève en rien le fait que entre midi et 2, les après-midi où on se met un peu plus en détente, le matin on focus, l'après-midi un peu plus de détente, on peut avoir des échanges humains. Il n'y a pas de débat. Mais on n'est pas une association. Ok, donc on est une entreprise, il faut faire des profits. Et toi, en tant que chef d'entreprise, tu payes des gens à délivrer. Et donc, il faut que ce soit cohérent par rapport à ce que tu les payes. Donc, je ferme la parenthèse sur Slack, mais pour moi, c'est le meilleur outil pour le faire. Et il faut que chaque entreprise ait Slack dans son organisation. Ensuite, il faut un outil qui s'appelle Notion. D'ailleurs, je me rends compte que sur la presse, tu vois, je t'ai inversé les deux. Donc, je suis allé un peu vite sur le deck. Donc, Slack étant à gauche. Ok, Slack est là. Et Notion est là. My bad. Je suis allé trop vite sur le montage. Et donc, Notion, c'est un outil qui te permet sur le ticketing. Donc, tu as Trello qui fonctionne très bien. Mais Trello, en général, le problème, c'est que les gens, ils vont l'utiliser pour se faire leur propre to-do. Donc, c'est super. Tu t'organises bien toi-même. Mais comment tu fais pour, tu vois, donner une tâche à quelqu'un, ok? Donc, encore une fois, Trello le permet, mais selon moi, Notion est plus pertinent parce que dans Notion, tu as ta base de connaissances. Donc là, on le voit pas, mais c'est sur un format Wikipédia, ok? Ça ressemble à Wikipédia. Et sous ce Wikipédia, tu mets un board, ok, qui permet à chacun de savoir qui fait quoi dans l'organisation et de lister les tâches. Et pourquoi c'est important? D'abord, premièrement, pour que les gens ils s'attribuent des tâches quand il y a des tâches de long terme. J'ai besoin de quelque chose tout de suite, je demande sur Slack, j'ai une réponse, la personne disponible. Il faut que je pense à que Patrick pense à faire cette tâche sur cette semaine ou d'ici les 10 prochains jours, ok, ou d'ici les 3 prochains jours. Je lui fais une carte et en fait, automatiquement, ça lui attribue la carte, il la voit. Et ça permet aussi, en même temps, si on a bien organisé ce système-là, de manière intuitive, de mettre des priorités. Alors, le problème, encore une fois, c'est toujours la finesse dans l'adoption de l'outil. Si tu commences à créer une carte pour dire à Patrick qu'il faut appeler Christine dans 1 heure, c'est débile. Ça n'a aucun sens. Du coup, ton Notion, il va très vite ressembler à rien. Ok. Donc, il faut faire des bons arbitrages là-dessus. D'accord? Soit je fais un message sur Slack, soit je fais une carte Notion. La carte Notion, encore une fois, elle a vocation à pouvoir attribuer une tâche à quelqu'un sur du moyen terme. Ok. Et idéalement, aussi devenir une banque de données de tout ce qu'on veut pas oublier. Tu vois, tu as une idée, boum, tu la notes. Backlog. Et comme ça, de temps en temps, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, tu retournes dans ton backlog, voir quelles sont les bonnes idées qu'on n'a pas fait avancer et qu'on devrait faire avancer. Et ça, tu verras que pour chacune des personnes dans ton organisation, c'est vraiment un booster. Donc ça, c'est essentiel. Ce sont les bons outils. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre la matrice d'Eisenhower. Ok, donc là, j'ai adapté, mais tu peux aller taper matrice d'Eisenhower sur Google. C'est vraiment être capable de faire ce que je te disais, c'est-à-dire, c'est bien d'avoir des bons outils, mais il faut former les gens à utiliser les outils, déjà. Donc, Notion et Slack. Donc, fais des looms et apprends-leur à utiliser l'outil. Et il faut leur apprendre à quel outil utiliser et quand. Ok. Donc, si c'est important et pas urgent, tu me fais un mail. On verra. Tu vois. Moi, je suis pas un grand fan des mails. Donc, si je fais un mail, c'est que c'est vraiment important. Tu vois. Sinon, je te fais une carte et on verra plus tard. Si ça peut attendre, ok. Carte Notion. Donc, ça va être dans le backlog. Donc, lui, il a estimé là dans la matrice que urgent, c'est email. Très important et urgent, appel ou je vais voir Patrick direct. Parce que c'est critique. Donc encore faut-il savoir qu'est-ce qui est critique, tu vois. Il y a un virement de 100 000, c'est critique, tu vois.
il y a un client à 100 € qui est pas content, c'est pas critique. Ok, donc si ça peut attendre, Notion, je fais une carte, backlog ou prioriser. Si c'est moins important, mais que c'est quand même urgent, je fais un message Slack, tu vois. Et donc, cette matrice-là, évidemment, là, c'est un exemple, mais tu peux l'adapter dans ton organisation. Mais pourquoi on fait ça? C'est pas pour partir dans un délire d'organisation de psychopathe. C'est que tu as un temps de travail court de 8 heures par jour à utiliser chez tes collaborateurs et qu'ils sont suffisamment déconcentrés comme ça pour ne pas en rajouter. Et que plus tu vas avoir des collaborateurs, plus ça va être exponentiel. Et donc, plus tu vas stacker des gens, plus tu vas recruter des gens, moins ils risquent d'être productifs, ok, si c'est pas bien géré. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'il faut pas prendre à la légère. Il faut bien le gérer. Et pour bien le gérer, il faut l'apprendre toi-même, comprendre toi-même et le faire comprendre à tes collaborateurs. Ok. Encore une fois, c'est un sujet. Il n'y a pas de choix. Il faut éduquer les gens. Concernant les réunions, évidemment, les réunionites qui durent 5 heures, ça n'a pas de but. En général, pourquoi il y a des réunionites? Parce que il n'y a pas d'objectif. Elles ne sont pas préparées en amont. Il n'y a pas d'ordre du jour. Et donc, les gens, ils arrivent, ils traitent les sujets comme ça, pêle-mêle, ils sont pas prêts, ils font au talent, à l'intuition. Alors que non, le principe d'une réunion, c'est que tu es censé être préparé à l'avance. Tu arrives, tu as 4 points clairs à identifier avec des réponses avec des questions auxquelles tu n'as pas de réponse. Ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Ok? Et au bout de ce quart d'heure, 20 minutes, s'il y a 2 sujets clés qu'on doit approfondir, on les approfondit. Ça reprend 20 minutes. Donc, ta réunion globale, elle ne fait jamais plus de 40 minutes. Sinon, c'est pas une réunion. C'est du brassage d'air organisé. Et donc, voilà, c'est la CGT, sort les merguez et on y va, quoi. Donc, la fameuse règle des 2 pizzas que beaucoup de gens connaissent maintenant, c'était la règle de Jeff Bezos. S'il y a plus de personnes que ce que peut nourrir 2 pizzas, ok, il y a un problème, ok. Et donc, ça, c'est vrai pour les grandes entreprises. Hein. Donc, pour une petite entreprise, je dirais que si tu peux déjà réduire à 3 ou 4 personnes, c'est déjà beaucoup. Hein. 3 ou 4 personnes dans une réunion, c'est beaucoup. Mais bon, parfois, il faut mobiliser des gens. Donc, de façon temporaire, avoir un peu plus de gens pour des réunions une fois par mois, c'est OK. Donc, voilà globalement pour la partie réunion. Il faut préparer des réunions. Et en règle générale, sur la partie management, la réunion du lundi matin étant la plus importante au niveau de tous les services. OK. Le ramp-up, donc la réunion de... la réunion de meeting pour lancer la semaine, tu vois, pour mettre de l'impulsion et que les gens y soient à fond sur la semaine. Donc évidemment, le principe de tout ça, c'est de réussir à faire. Et donc il faut que d'abord que tu le fasses toi-même, puis que tu recrutes et que tu fasses monter des managers pour que eux-mêmes le fassent après toi. Ok. Donc il faut former ces managers. Et là-dessus, mettre en place des bonnes pratiques de management, comme on vient de l'esquisser, le morning meetup, donc ramp-up du lundi, les one-one à faire en fin de semaine. Ça, c'est très important d'avoir une relation de proximité avec ses managers et les managers avec les managers. Réussir à mettre en place la culture des rituels, ok. Et évidemment, on va reparler de recrutement qui te libère, qui sont très importants. Donc là, ça va plus loin que simplement juste le recrutement, le management. C'est quels sont les 2 recrutements clés pour toi en tant que chef d'entreprise pour ensuite derrière réussir à faire tout ce que je viens de te dire. En tout cas, c'est des éléments c'est des recrutements qui sont essentiels. Donc former ses managers, c'est essentiel. En règle générale, on fait toujours monter les gens qui sont très bons. C'est pas parce qu'ils sont très bons qu'il faut forcément les faire monter. D'ailleurs, il faut leur poser la question. Parce que parfois, il y a des gens qui vont préférer être mieux payés à faire ce qu'ils font plutôt que de manager. Et c'est OK. C'est complètement OK. Et l'erreur, ce serait de les mettre en manager. Exemple, tu mets ton meilleur commercial manager, mais en fait, il n'a pas envie. C'est toi qui as décidé ça parce que tu as dit que c'était la bonne chose à faire. Mais lui, il n'a pas envie. Et du coup, il va plus faire des ventes et mal manager. Pire erreur ever, tu vois. Donc, si il est bien là où il est, laisse-le là où il est. OK. Faut faire attention aussi aux gens qui veulent être managers et qui savent pas ce que ça représente. C'est pour ça que malheureusement beaucoup de gens en France sous-estiment ce que c'est qu'être manager. C'est plus de travail, c'est pas moins de travail. Et pour moi-même sur la partie sales, un manager d'une team sales, ok, donc d'une team de commerciaux, il doit jamais déconnecter du terrain parce qu'il doit toujours garder sa légitimité et il doit lui-même montrer que c'est le patron. Comme ça, au moins, tu combines les 2. Donc, quand tu fais ça, le gars se dit pas, ah, je vais manager, j'ai plus d'appels, tu vois. Non. Il se dit, je vais manager, c'est en plus. Tu vois. C'est pas la même chose. Donc, personne ne leur a appris à manager. Ils sont très bons opérationnels.
peut-être parce que tu y as contribué d'ailleurs, si tu les as aidés, mais personne ne leur a appris à manager. Et donc, de la même manière que tu leur as appris, par exemple, moi, tu prends mon exemple, je recrutais des mecs à Sport dans la ville, ils savaient pas vendre, on les formait à vendre. Ok, ils devenaient des bons vendeurs. Une fois qu'ils étaient des bons vendeurs, on démontrait par A plus B qu'on était capable de les former à quelque chose. Donc, si on est capable de les former à être des bons vendeurs, on doit être capable de les former à être des bons managers. Le grand mythe du recrutement aujourd'hui, c'est de croire que tu vas recruter quelqu'un de brillant et que tu n'auras pas à faire tout ça. Et en fait, en faisant ça, tu te trompes deux fois. La première, c'est que déjà, c'est très compliqué de trouver des gens comme ça en France parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mécaniquement. Et la deuxième, c'est qu'en pensant comme ça, tu mets pas en place l'organisation et les systèmes et les process qui vont te permettre de générer des gens comme ça dans ton organisation. Donc, le patron de Salesforce, il disait, c'est pas des A-players dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de rockstars. Vous avez besoin de gens normaux qui font des tâches normales à une échelle industrielle. Et c'est comme ça que votre boîte grandit. Parce que tu peux faire rentrer quelqu'un de nobody, bah ce nobody devient quelqu'un dans ton organisation qui sait bien vendre, puis qui sait bien manager, puis qui sait bien diriger. Et c'est ça en fait. C'est comme ça que la boîte elle grandit. Donc sur le management, pour moi, les fondamentaux, donc je vous les donne aujourd'hui parce que peut-être que c'est pas évident pour vous, mais c'est évidemment de mettre en place les rituels et les process essentiels. Donc, en termes de management, c'est réunion du lundi ramp-up, motivation des équipes. Donc, et ça, on va le voir après, c'est être capable de la construire. Mettre en place des one-one avec les bonnes personnes, idéalement de façon récurrente, mais avec les bonnes personnes, en tout cas les personnes les plus importantes quand vous commencez à avoir du monde, le vendredi, pour traiter vraiment les problèmes essentiels. Et manager, c'est pas juste, encore une fois, fixer des objectifs. C'est écouter, c'est cadrer, c'est prendre par la main, c'est faire grandir. C'est pas juste mesurer, contrôler. Et essayer d'être capable de donner du feedback et d'ailleurs aussi parfois d'en recevoir. C'est important. Bien évidemment aussi le manager, il porte la culture. C'est lui qui est aussi le véhicule et la courroie de transmission de ce qu'on a dit en préliminaire, la vision et la mission de l'entreprise. Donc le boarding meetup du lundi, en général, il faut le décomposer en 5 grands piliers avec une presse très rapide, ok, 4-5 slides. Mais l'idée, c'est de commencer par le positif, ok. La semaine dernière, voilà, on a ça. Cette semaine, on a ça. Les bonnes nouvelles, les bons points. Pointer le positif. C'est important pour que les gens prennent ce réflexe de toujours pointer le positif, ok, pour rester optimiste. Parce que si on n'est pas optimiste, si on est pessimiste, on s'en sort pas. 2, c'est de driver des éléments de motivation, ok. Donc là, il faut aller piquer la motivation des individus. Si vous connaissez vos équipes, vous savez ce qu'il faut activer, vous savez où est-ce qu'il faut appuyer. Est-ce que c'est de l'ego? Est-ce que c'est voilà, vous êtes les meilleurs, peu importe, mais voilà, essayez de ramener de la motivation face à l'objectif, ok. De citer les points forts, de citer les points faibles, et puis ensuite de ramener à la réalité à la fin. Ok, n'oubliez pas, cette semaine c'est ça, ça veut dire tel OKR, ça veut dire tant d'appels. Soyez dans le tempo et on attaque tout de suite en début de semaine. Fixez un objectif limite à la matinée, ok. À midi, 2 closing, bam, et on y va, ok. Donc c'est comme ça qu'on arrive à mettre du dynamisme. Elon Musk dit, si vous sentez pas un sentiment d'urgence dans votre organisation, vous avez un problème. Bah, c'est un petit peu ça. L'urgence ne veut pas dire management toxique. Veut dire pression, tension suffisante pour que les gens soient à 100%. Ce qui est important aussi, en général, en bonne pratique, c'est de toujours essayer de finir avec des citations ou des trucs un peu inspirants, parce que ça vous donne aussi une assise et une perception par rapport à vos collaborateurs qui est pas la même. Ok. Donc il y a plein de citations et j'en ai cité une tout à l'heure d'Aimé Jacquet, mais il y en a beaucoup d'autres. Tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Entre autres, je peux vous en donner d'autres comme ça hein, si vous voulez. Donc les one-one, on en a parlé. Évidemment, bah, au début, toi, tu les fais avec tout le monde. Puis tu recrutes le manager qui lui-même va les faire. Mais toi, du coup, derrière, tu le fais avec lui. Donc normalement, dans une organisation bien structurée, à la fin, tu as, toi, toujours des one-one, mais plus avec plus avec le content creation du marketing. Ok, le gars qui fait les contenus. Mais avec le patron du marketing. Ok. Et lui, mécaniquement, lui, par contre, il a les one-one avec les opérationnels en dessous. Donc ça, c'est important. Ce qui est utile là dans ces one-one, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est bien passé cette semaine pour pointer le positif, encore une fois. Qu'est-ce qui a été compliqué et donc du coup, comment je peux t'aider. Et ça, de le tourner de cette manière-là, c'est tellement plus efficace que de taper sur les gens. Ok. Comment je peux t'aider à faire mieux. C'est cette phrase-là, notez-la parce qu'elle va changer votre rapport avec vos collaborateurs quand vous l'aurez compris. C'est vraiment essentiel.
Et donc ça, c'est vraiment un rythme qu'il faut avoir tous les vendredis de manière récurrente. La culture et la personne entière. Donc après, encore une fois, une culture d'entreprise, c'est difficile à définir. Nous, par exemple, on était sur une plateforme tech, mais dans un métier très terre à terre. Ok. Donc tu peux pas avoir une culture tech. Si tu as une culture tech et des clients, si ta culture est désalignée par rapport à tes clients, tu vas avoir un problème à un moment donné. Tu vois. Tu vas être hors sol. Si nous, on parlait avec des anglicismes à nos clients professionnels plombiers au téléphone, c'est mort, tu vois. C'est vraiment mort, de chez mort. À l'inverse, nous, on a mis en place une culture, ce que j'appelais moi Ricard et saucisson, tu vois. C'est culture du beauf, quoi. Culture de, mais qui fit à nos clients. Tutoiement, on rigole, on déconne, tu vois, parce que c'est ce que veulent nos clients. Ils veulent pas parler à un random qu'ils connaissent pas. En plus, on n'a pas ce lien qu'on peut avoir avec les mecs en présentiel, en physique. Donc, on doit tisser un lien avec le gars. Donc, on avait créé cette culture qui était du coup alignée avec la nôtre, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que tu peux créer et qui est très important de créer dans ton entreprise et qui est très important de comprendre et d'aligner avec l'ensemble de tes parties prenantes. Donc les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, toi, les managers, etc., etc. Sur le reste, effectivement, il ne faut pas partir du principe que les gens, encore une fois, ont ton niveau d'organisation, par exemple. Et donc, les gens, il faut les accompagner. Ok, il faut les accompagner. Un calendrier vide est un symptôme majeur d'une organisation défaillante. Ton calendrier, il devrait y avoir des plages horaires. Si tu fais tes fichiers Excel à 17h le vendredi soir, il y a un problème. Tu peux pas me dire que tu es concentré pour faire ça à ce moment-là. Tu es concentré pour faire ça le vendredi matin. Alors, si t'es pas du matin, c'est à 10h. Et si t'es du matin, entre 7 et 8h. Dans ta routine du matin. Tu vois? Donc, adapter l'organisation et aider les gens à s'organiser. Évidemment, suivi du mental. Donc, c'est souvent perçu comme du paternalisme, mais en réalité, vous verrez que vos collaborateurs, ils ont un petit peu ce rapport avec vous. Et donc, vous devez finalement l'adopter parce que c'est plutôt sain, en fait. C'est ce qu'ils attendent. Donc, si c'est ce qu'ils attendent, c'est cool, quoi. C'est OK. En règle générale aussi, un truc qui est quand même largement sous-coté, c'est la notion du sport dans l'entreprise. Donc, dans l'idéal, il faut essayer de mêler quelque part. À toi de voir à quelle fréquence, comment tu veux le mettre, mais de mêler le sport dans l'entreprise. Et honnêtement, je pense qu'il y a énormément de collaborateurs dans mon ancienne entreprise qui ne faisaient pas de sport et qui se sont mis à faire du sport et vraiment sans contrainte. C'est juste qu'ils se sont rendus compte des bénéfices que ça apportait dans leur vie. Et beaucoup ont changé leur vie comme ça. Même des gens qui avaient du surpoids, des problèmes d'anxiété chronique, etc., qui vraiment ont changé du jour au lendemain avec ce travail-là. Des trucs qui sont pas mal à mettre en place, c'est des Ask Me Anything. Donc ça, c'est en gros, pareil, désolé pour l'anglicisme, hein, c'est demande-moi un petit peu tout. Et ça, c'est pour mobiliser et faire prendre conscience dans les services des responsabilités et des choses difficiles qu'il y a dans les autres services. Ok, je suis commercial, pose-moi la question, je sais pas, comment tu fais pour closer un client, et là on en parle, tu vois. À l'inverse, le support, comment tu fais pour que le client soit satisfait, tu vois. Et ça permet vraiment aux gens de se comprendre les uns les autres. Ça, c'est des trucs c'est des tips qui sont plutôt pas mal. Donc évidemment, les deux recrutements qui sont importants dans une organisation, c'est deux choses. Je l'ai dit en introduction, mais c'est la dimension assistante, admin, RH, compta, loyauté, sérieux, rigueur. Et moi, j'avais quelqu'un d'extrêmement brillant qui était une autodidacte et qu'on a formé et qui s'est formé d'ailleurs. Donc vraiment, j'étais extrêmement content et satisfait de cette personne. Et donc, toi, tu as besoin de quelqu'un comme ça dans ton organisation, quelqu'un sur qui tu peux te reposer et qui est capable de gérer des choses qui, pour toi, en tant que chef d'entreprise, n'ont pas une grande valeur ajoutée. L'admin, tout ce qui est facturation, paie, la RH du quotidien, les relances, les trucs chiants. En 2026, dans l'idéal, il faut que cette personne soit augmentée et il faut que cette personne apprenne à utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps parce que tout ce qu'elle va toucher de près ou de loin peut être largement automatisé. Et du coup, ça peut, elle aussi, lui permettre de faire beaucoup plus dans un temps beaucoup plus court. Le deuxième, évidemment, à recruter dans le bon timing, c'est le COO. Donc, COO, c'est encore un anglicisme, mais en gros, c'est une sorte de directeur général très opérationnel. Ok, on lui demande pas de stratégie. Un COO, en général, il est pas bon en stratégie parce que il est trop axé sur la delivery, sur sa capacité à exécuter. Et lui, là où il est bon, c'est on me donne un objectif duquel je vais en découler une liste de tâches. Et cette liste de tâches, je vais la faire exécuter à ses collaborateurs. Et moi, là, pour le coup, j'avais quelqu'un qui était très bon aussi. Et ça, c'est très important pour un chef d'entreprise parce que souvent,
le CEO est pas forcément aussi bon pour faire ça. Parce que tu es un peu un couteau suisse, et un couteau suisse, c'est pas un truc assez précis, c'est pas un truc assez rigoureux, c'est pas un truc assez expert sur la partie delivery pour être aussi bon qu'un CEO. Donc quelqu'un, et donc là généralement c'est plutôt des profils ingé, tu vois, vraiment matrixés, des mecs, tu les vois, ils sont normalement t'as peur d'eux, tu vois. C'est les genres de gars, il est organisé, il a un rappel pour mettre son réveil, il a un rappel pour lire son livre, il a un rappel pour dire bonjour à un machin, enfin tu vois. Mais ça c'est très important parce que c'est ce qu'une organisation a besoin, d'un mec qui soit une horloge précise et qui se trompe jamais. Et ça c'est vraiment essentiel. Donc ça c'est les 2 recrutements à faire dans le bon timing évidemment. L'assistante admin RH compta, évidemment le premier recrutement à faire, le plus rapide. Et puis dans le bon timing, une fois que tu as toi-même commencé à structurer tes équipes, toi-même commencer à identifier tes managers, faire monter ton CEO et dans l'idéal, le faire progressivement te remplacer sur le management de tes managers. Et du coup, tu as ton CEO qui va devenir naturellement directeur général et tes managers en dessous, plus les collaborateurs en bas. Et toi en haut, avec une prise de recul beaucoup plus forte. Ça, c'est le cockpit financier. Donc je sais pas pourquoi le truc s'est coupé, mais en gros, ça, c'est aussi un truc qui est lié au recrutement. C'est qu'encore une fois, pour recruter, souvent, ta problématique, c'est ton manque de visibilité. Et donc, tu as beaucoup de difficultés à savoir quelle implication ça a dans ton business plan de recruter telle ou telle personne avec tel ou tel prix. D'ailleurs, en général, même parfois, ça va te faire des erreurs parce que tu sais pas vraiment à quel prix tu es prêt à payer quelqu'un. Tu vois. Donc là, plusieurs sujets, suivi de trésor, cash flow, projection 6 à 12 mois, les cohortes clients, ça c'est un sujet un peu plus technique, l'analyse des marges et le business plan. Donc la trésor, c'est essentiel et énormément de chefs d'entreprise ne la pilotent pas ou la pilotent mal ou la pilotent de façon annuelle et c'est pas sain. Non, ce n'est pas parce que tu as un bilan projeté ou ton bilan de l'année dernière qui montre que tu fais 100 000 à 300 000 de résultats que ta boîte a de la trésor. Voilà, c'est spoiler, mais voilà, ta boîte a de la trésor si tu gères ton cash flow et ton cash flow, c'est plein de choses, ok, et qui vont devenir de plus en plus compliquées avec l'URSSAF, la TVA, les salaires, les imprévus, etc., etc. Et ça, c'est un truc que tu dois piloter à fond, bien. Donc au début, tu peux faire une matrice Excel que tu pilotes de façon tous les 15 jours, tous les mois. C'est un truc que tu peux demander effectivement à ton assistante admin, mais que tu ne peux pas déléguer à 100% parce que c'est toi le boss. Donc le cash, c'est ta priorité numéro 1. Donc trésor en continu, piloter sa trésor et être capable de la projeter. Même si c'est pas forcément fiable, que tu es à plus ou moins 20%, il faut que tu aies une projection de trésorerie sur les 6, 12, 18, 24 prochains mois. Et là-dedans, tu vas pouvoir avoir dans ton BP, rajouter des ETP et faire des hypothèses. Et en général, je recommande toujours de faire un BP en 3 exemplaires, le pire, le médium et le meilleur. Et comme ça, tu as 3 scénarios, tu prends les hypothèses là-dessus, et en fonction des 3 scénarios, ça te permet de voir et de piloter de façon plus claire ton entreprise. Donc voilà globalement sur la trésor. Les cohortes clients, c'est un sujet technique, on va pas forcément le voir aujourd'hui, mais globalement en fait, c'est essayer de voir pour les gens qui ont des clients qui repeat la rétention de tes clients. Tous les clients repeat. Quelqu'un qui fait construire une maison, il va peut-être revenir dans 20 ans. Donc tous les clients repeat, simplement la durée du repeat, ok, est potentiellement très longue dans certains cas et parfois beaucoup plus courte. Exemple, une prothésiste ongulaire, bah tu sais que tous les 3 semaines, tous les mois, ton client va revenir, ok, et tu dois traquer ça parce que c'est un indicateur important pour ton activité. Ok, donc là, petit récap global. Bon, c'est pas forcément essentiel, mais ça récapitule un peu ce qu'on vient de se dire, de 0 à 50 pour être capable justement de structurer ton organisation pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc si on récapitule, du coup tous les chantiers que tu peux mettre en place sur une page, les voilà. C'est ceux que je t'ai montré tout à l'heure. On les a tous balayés. J'ai essayé d'être complet, mais la vidéo est effectivement assez longue, donc j'ai potentiellement parfois fait des digressions un peu trop fortes ou sauté des trucs qui étaient importants, mais c'est compliqué de tout présenter dans un format qui dépasse pas 2 heures. On a mis 40 minutes, mais à mon avis, on va plutôt être autour d'1h30, 2 heures. Et donc, si tu les suis tous sans exception de façon chronologique et que tu respectes tout ce que je viens de te dire, il n'y a aucun monde dans lequel tu n'arrives pas à construire une boîte bien organisée qui peut tourner sans toi. Alors évidemment, tu comprendras que moi, je te donne je te donne littéralement le mode d'emploi. Mais encore une fois, tu as beau avoir le mode d'emploi de
de ta table Ikea qu'il faut que tu montes chez toi, il n'empêche que la montée, c'est une galère. Donc, c'est la raison pour laquelle Call to Action, c'est la raison pour laquelle tu as un lien en description et que c'est typiquement le genre de truc qu'on fait aujourd'hui, nous, dans l'accompagnement. Parce que les gens qu'on accompagne, souvent, au début, ils vont accélérer commercialement. Ils vont devoir recruter des commerciaux, du support client, des équipes. Et donc, la thématique de structurer derrière est un des fondamentaux qu'on apporte et un des éléments clés qu'on apporte dans les accompagnements qu'on met en place. Donc évidemment, moi, je t'ai donné énormément de choses. Normalement, tout seul, tu peux t'en sortir. Maintenant, c'est vrai que chaque situation et chaque personne, entreprise, culture, individu est différent et ça doit se personnaliser en fait en fonction de chacun. Donc c'est compliqué de te dire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Tu vois, ça dépend de là où tu te trouves. Si tu as déjà 15 collaborateurs, si tu as déjà fait 2 recrutements pourris, si tu pars de zéro, c'est très compliqué. Mais globalement, c'est vrai qu'on t'a tout donné, mais potentiellement, il faut peut-être pas les faire de manière chronologique comme ça a été présenté dans le call, dans la vidéo du jour. Évidemment, ça ne te permet pas non plus d'avoir un regard extérieur sur ton organisation, ce qui est fondamental, encore une fois, pour savoir quoi faire, quand le faire et à quelle vitesse le faire, et surtout être capable d'identifier tout de suite les problématiques. Et 3, bien évidemment, c'est facile de dire il faut le faire, c'est facile de te dire fais ça parce que c'est ce qui marche, ce qui est d'ailleurs est vrai, mais tu vas avoir toi du mal parfois à le faire et à suivre cette exécution et avoir quelqu'un qui te permet de te suivre de façon hebdomadaire justement pour t'aider à mettre en place ça dans ton organisation. Ça peut être quelque chose qui pour toi a du sens. Donc encore une fois, tu as un lien en bio dans la description. Tu peux prendre un appel et on regardera si on peut travailler avec toi. Sache juste quelque chose, c'est qu'on a beaucoup de demandes et qu'on fait encore une fois 3 à 5 accompagnements par mois maximum, donc d'entrepreneurs, et on a 10 fois plus de demandes. Donc voilà, malheureusement on peut pas accompagner tout le monde. Et donc si tu ressens le besoin qu'on t'accompagne, dépêche-toi de prendre un rendez-vous. N'attends pas parce que derrière, je peux te dire qu'on est complet sur les 6 prochains mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les appels quand tu prends rendez-vous ? En règle générale, on prend un quart d'heure, 20 minutes avec toi pour comprendre ta situation, ce que tu veux, tes objectifs, où tu veux aller, d'où tu viens, et être capable très vite de te donner une solution. Tu vois, je vois que là, j'avais mis un truc pour espace photo. Regarde, voilà, espace photo, c'est moi-même. Et l'idée, c'est d'être capable vraiment de t'apporter de la valeur. Donc, c'est pas un appel de vente déguisé. Si tu veux l'accompagnement, tant mieux. Mais si pendant 15 minutes, dans la présentation qu'on t'a proposée aujourd'hui, il y a 1 ou 2 questions auxquelles on n'a pas répondu, en 15 minutes, je vais pouvoir y répondre totalement gratuitement et je te donnerai ces réponses-là que tu n'as pas eues dans cette vidéo. Donc, ça sera avec plaisir. Réserve ton appel. Ça sera avec moi que tu vas discuter et personne d'autre. Tu peux évidemment aussi venir sur Instagram nous suivre. Donc, me suivre. Instagram, TikTok ou YouTube. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'ici et que tu veux m'aider au référencement, n'hésite pas à t'abonner et à commenter du coup recrutement en commentaire. Ça aidera au référencement de cette vidéo pour qu'elle puisse remonter dans les vidéos YouTube et aider un maximum de monde à mieux recruter, mieux manager et donc vivre mieux de son activité sans non plus se bouffer la vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais la monter peut-être un petit peu, mais l'idée c'était de la faire vraiment one shot et te montrer que c'est de la valeur qui est dans ma tête et que c'est pas imprimé sur ChatGPT. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que je t'ai donné un maximum de valeur. J'ai pas trop parlé trop vite. Je sais que j'ai tendance à parler extrêmement vite parfois. Je n'ai pas fait trop de digressions non plus. J'espère qu'elle t'a apporté énormément de valeur et qu'elle va t'aider dans ton quotidien parce que j'ai donné énormément de valeur pour t'aider dans tes recrutements, dans ton management. Et j'espère du coup à très bientôt en appel. D'ici là, je te souhaite une bonne journée. Ciao.